lorsque la dernière partie de la répétition du mariage toucha à sa fin, la salle de bal remplie de roses couleur champagne exhalait encore un parfum presque suffocant de douceur. Eleanor L. Sterling sortit de la salle principale d'un pas léger. Ses talons au claquet avec netteté sur le sol de marbre. Se souvenant qu'elle avait laissé son téléphone dans le salon des mariés, elle fit demi-tour pour le récupérer. Tout le couloir était plongé dans un bourdonnement calme, interrompu seulement par le ronronnement sourd de la climatisation centrale et les rires étouffés lointains provenant de la salle de banquet. La porte du salon était légèrement entr'ouverte. Sa main avait à peine touché le bouton de laiton qu'une voix provenant de l'intérieur s'abattit sur elle comme un seau d'eau glacée. « Drew, tu te maries demain. Ça fait tellement mal. » C'était la voix de Savannah, géniarde et douce, comme celle d'un enfant impuissant. La main d'elle se figea en l'air. « Pourquoi pleures-tu » La voix d'Andrew Vance était totalement insouciante, portant une pointe de rire, comme s'il apaisait un enfant gâté. « Combien de fois dois-je te le dire ? Épouser elle n'est qu'un arrangement temporaire. Le vieux tient ses 5% des parts du fonds fiduciaire au-dessus de ma tête. Si je ne l'épouse pas, je ne vois pas un centime. Une fois l'affaire conclue et les parts acquises, la place de Madame Vance sera à toi tôt ou tard. » Un cœur bas de rire résonna dans la pièce. C'étaient les frères de fraternité d'Andrew et ses amis d'enfance. Quelqu'un le taquina. « Vance, tu es incroyable. Tu obtiens une épouse gratuite pour gérer tes problèmes, plus les droits de vote sur quelques milliards de dollars en prime. » Exactement. Andrew le lança avec désinvolture comme s'il discutait d'une fusion corporative banale. Gardez vos félicitations pour le jour où Savannah et moi nous marierons. Ce sera le vrai mariage. Savannah baissa la voix, ajoutant une note coquette. Drew, n'est-ce pas un peu trop cruel pour elle? Cruel? Andrew ricana. Elle devrait être reconnaissante. Passer 1 an et demi dans la famille Vance est quelque chose dont elle pourra se vanter pour le reste de sa vie. La pièce éclata de rire. Personne ne trouvait quoi que ce soit de mal à ce qui venait d'être dit. La main d'elle glissa lentement du bouton de la porte. Elle n'ouvrit pas la porte. Une sonnerie aiguë perça soudain ses oreilles comme si un pétard avait explosé dans son crâne. Puis son estomac se contracta dans un spasme violent. La nausée surgit du fond de son estomac jusqu'à sa gorge. Elle couvrit instinctivement sa bouche. Ses doigts étaient glacés. Dans la lumière tamisée du couloir, son visage devint blanc comme une feuille de papier. Elle baissa les yeux. À son annulaire, un diamant de 6 carats scintillait, captant la lumière. Le jour où Andrew l'avait demandé en mariage, il s'était mis à genoux à Central Park et avait dit « LP, s'il te plaît, reste avec moi pour le reste de ma vie. » À l'époque, émue aux larmes, elle pensait être la femme la plus chanceuse du monde. Maintenant elle réalisait que cette bague n'était rien d'autre qu'un fer à marquer, la marquant comme l'outil temporaire d'Andrew Vance, et elle, comme une idiote absolue, l'avait prise pour de l'amour. Elle serra le poing si fort que ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans sa chair. La douleur physique l'aida à sortir de son vertige. Elle leva la tête. Le miroir en pied au bout du couloir reflétait son image. La robe cocktail beige parfaitement taillée, le chignon élaboré spécialement conçu pour le grand événement du lendemain, et le collier vintage en émeraude hérité de la défunte mère d'Andrew. Tout cela ressemblait à une plaisanterie malsaine se moquant d'elle. Elle resta parfaitement immobile, respirant superficiellement comme une statue soudainement figée. Les rires derrière la porte continuaient. Savannah recommença à pleurer. Andrew se remit à la réconforter, et ses amis continuaient à faire des blagues. Ses sons étaient comme des couteaux émoussant ses nerfs. Mais elle ne pleura pas. Ses yeux étaient secs comme de l'os et lui faisaient mal, comme si ses larmes s'étaient évaporées avant même de se former. Au lieu de cela, un froid glacial s'infiltrait depuis sa moelle même. 3 secondes. Elle se donna exactement 3 secondes. Puis elle se retourna. Ses talons claquèrent vivement sur le marbre, et elle s'éloigna sans regarder en arrière. Le couloir semblait incroyablement long, aussi long que l'auto-tromperie de ces 2 dernières années. Quand elle sortit de l'hôtel Manhattan, le vent nocturne violent se rua sur elle, faisant volter sauvagement l'ourlet de sa robe. Elle s'arrêta sur les marches et prit une profonde inspiration. L'air automnal vif lui trancha les poumons comme un rasoir. Lentement, elle leva la main et retira le diamant de 6 carats de son doigt sans la moindre hésitation. Elle serra la bague si fort que ses jointures blanchirent,
puis ouvrit sa pochette et la jeta dedans comme un mouchoir usagé. Un Uber Black arriva 5 minutes plus tard. Elle monta à l'arrière et donna au chauffeur l'adresse de leur pantouse de l'Upper East Side. La voiture était chaude, mais ses mains et ses pieds semblaient tout juste sortis d'un congélateur. Elle se pencha en arrière, regardant les lumières néon floues de la ville défiler. Son cerveau fonctionnait avec une clarté inédite et terrifiante. Les paroles d'Andrew étaient plantées dans sa tête comme des épines. L'épouser temporairement. Temporaire. Quel beau mot. Elle ferma les yeux et un faible sourire amer toucha ses lèvres. Des images défilèrent derrière ses paupières comme un projecteur de diapositives. Pour Andrew, elle avait démissionné d'un poste clé de conservatrice dans l'une des 3 plus grandes agences d'art mondiales pour se consacrer entièrement à sa vie sociale privée et au gala philanthropique de la famille Vance. Pendant 3 années consécutives, elle avait géré les investissements artistiques corporatifs du groupe Vance, leur rapportant plus de profits que son salaire cumulé sur des décennies. Elle se réveillait à 3 heures du matin pour faire mijoter des flocons d'avoine biologique et préparer ses médicaments pour sa gastrite induite par le stress chronique. Elle avait fait chacune de ces choses avec une joie pure simplement parce qu'elle pensait que cet homme l'aimait. Comme c'était dégoûtant. Comme c'était profondément, totalement dégoûtant. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de luxe. Elle passa sa carte magnétique et prit l'ascenseur privé jusqu'en haut. Le pantouse dans lequel elle entra était drapé de rubans de soie blanche importés et d'arrangements floraux. Le salon était aménagé avec des accessoires pour le brunch post-mariage du lendemain. Des flûtes à champagne monogrammées sur mesure, des pivoines fraîches qu'elle avait méticuleusement sélectionnées elle-même. Tout était parfait jusqu'au dernier détail. Parfait comme une plaisanterie exquise. Elle resta dans le vestibule, fixant ses symboles de faux bonheur pendant longtemps. Puis elle laissa tomber sa pochette sur le canapé et marcha droit vers le dressing principal. Tout le mur gauche de l'immense dressing était tapissé des choses qu'Andrew lui avait offertes. Des Birkin et Kelly Hermès, des bracelets Cartier, des pièces exclusives Chanel de défilé, et des loups-boutins en édition limitée valant des centaines de milliers de dollars combinés. Un mur entier étouffé par son soi-disant amour. Elle les regarda un par un. Son regard était aussi froid et détaché qu'un visiteur de musée regardant des expositions obsolètes. Puis elle sortit son téléphone, trouva le contact enregistré comme à Tornay, et appuya sur appeler. Il était 1h17 du matin. À Tornay, c'est Eleanor Sterling. J'ai besoin que vous rédigiez une dissolution formelle des fiançailles immédiatement. Sa voix était effrayamment calme sans le moindre tremblement. Je renonce à tous droits sur les actifs ou propriétés partagées. Je ne veux pas un seul cent de lui. J'ai besoin du document finalisé prêt pour 8 heures demain matin. Il y eut un silence mort de 3 secondes à l'autre bout de la ligne. Mademoiselle Sterling, n'est-ce pas votre mariage demain? Il n'y aura pas de mariage. Elle raccrocha. Elle entra dans la chambre d'amis et sortit la vieille valise Samsonite vintage cabossée qu'elle avait apportée quand elle avait emménagé. Cette valise l'accompagnait depuis qu'elle avait terminé sa maîtrise à l'université Columbia. Les coins étaient usés. La fermeture éclair coinçait un peu, mais c'était quelque chose qui lui appartenait vraiment. Elle commença à faire ses bagages rapidement et avec précision. Elle ne prit que ses propres vêtements, son passeport, ses documents légaux, et quelques disques durs externes. Ces disques contenaient tous ses projets de conservation, son réseau de contacts professionnels, et son portfolio. C'étaient ses vrais actifs. Quant au cadeau d'Andrew, elle n'en toucha pas un seul. Elle retira méthodiquement les sacs de designer, les colliers de diamants, les robes haute couture, et les chaussures de marque, les disposant en un tas net et parfaitement alignés au centre du sol du dressing, comme une vitrine de magasin. Enfin, elle prit la bague de 6 carats de sa pochette et la plaça tout en haut du tas de plusieurs millions de dollars. Terminé. Elle se redressa et regarda le tas de déchets. Un faible rictus orna ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, mais un de moquerie absolue. C'étaient tous les accessoires d'Andrew pour son mariage temporaire. Elle n'en avait besoin d'aucun. Rien. Son téléphone vibra. Un texto d'Andrew. Savannah ne se sent pas bien. Je l'emmène aux urgences. Ne sois pas en retard pour le mariage demain. Repose-toi. Elle fixa l'écran pendant 5 secondes. Ne se sent pas bien. Ah. Soudain, son estomac se retourna violemment. La nausée revint, 10 fois plus forte qu'au couloir de l'hôtel.
Elle se précipita vers la salle de bain principale, tomba à genoux devant les toilettes en porcelaine, et eut des hauts le cœur sec pendant une demi-minute. Rien ne sortit. Seule la brûlure amère de la bile lui brûla la gorge. Elle s'affaissa sur le sol de marbre froid, posant son front sur ses bras, respirant lourdement. Enfin, les larmes coulèrent de manière incontrôlable de ses yeux. Pas de chagrin, mais de pur dégoût, de l'humiliation d'avoir ces 2 années d'amour sincère réduites à une blague bon marché. Elle pleura exactement 2 minutes. Puis elle essuya résolument son visage, se leva, et marcha vers le lavabo. Le miroir reflétait une femme aux yeux injectés de sang et au visage pâle, paraissant entièrement pathétique. Elle prit une profonde inspiration. Assez. C'était la toute dernière fois qu'elle verserait une larme pour Andrew Vance. Elle prit son téléphone. Ses doigts tremblèrent légèrement, mais elle ouvrit résolument ses contacts. Elle trouva Andrew Vance, appuya longuement, et tapa bloqué. Puis Savannah bloqué. Puis chaque membre de la famille Vance un par un. Elle supprima systématiquement son WhatsApp, son Instagram, son Facebook, tous les comptes de réseaux sociaux qui pouvaient tracer sa localisation furent effacés. Enfin, elle attrapa sa valise, enfila son vieux trench-coat camel, éteignit les lumières, et sortit du penthouse rempli de symboles de faux bonheur. La lourde porte en acajou claqua derrière elle, marquant la fin d'un rituel. À 3h40 du matin, elle s'enregistra dans un hôtel d'affaires générique près de l'aéroport JFK. Sa valise était contre le mur. Elle s'assit au bord du lit, serrant ses genoux. La chambre était si calme qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Boum, boum, boum. Chaque battement lui rappelait « Tu es vivante. Tu es libre. Tu n'as plus besoin d'être le temporaire de quelqu'un. » Elle sortit un disque dur de son sac et le brancha sur son MacBook. La lueur de l'écran illumina son visage pâle. Elle commença à organiser toutes ses ressources de conservation, ses bases de données de collectionneurs d'art, et ses contacts de galeries accumulés au fil des ans. C'étaient les vraies armes d'Eleanor Sterling. Pas un diamant de Vance. Pas un Birkin, pas le titre de belle-fille de la famille Vance. C'était son propre esprit brillant. Elle travailla jusqu'à 5 heures du matin. Quand l'épuisement la terrassa enfin, elle s'effondra sur les oreillers et ferma les yeux. Demain? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui était censé être son jour de mariage. Cette pensée traversa son esprit. Ses lèvres tressaillirent mais se figèrent rapidement en une ligne plate. Qu'ils attendent. Qu'ils attendent jusqu'à ce que toutes les roses importées se fanent. Qu'ils attendent jusqu'à ce que les paparazzis de tous les grands réseaux pointent leurs longs objectifs sur une suite nuptiale vide. Qu'ils attendent jusqu'à ce que le rictus arrogant soit effacé du visage d'Andrew Vance. Elle ferma les yeux et sombra dans un profond sommeil. Cette nuit-là, elle dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait en 2 ans. Le lendemain, la grande salle de bal du Plaza Hotel avait été transformée en un palais floral. 100 000 roses blanches pendaient du plafond et les lustres en cristal réfractaient une lumière aveuglante. La liste des invités était un OSO de la côte. Politiciens éminents, titans de Wall Street, figures culturelles de premier plan et socialites de l'élite. La zone média était remplie de journalistes en tenue de combat. C'était le mariage de la société de l'année. L'union des familles Vance et Sterling était vue par le public comme l'alliance ultime de 2 dynasties corporatives puissantes. À 9h30 du matin, avec 30 minutes avant la cérémonie, Andrew Vance se tenait devant un miroir en pied dans la suite du marié, ajustant les boutons de manchette en platine de son smoking Tom Ford sur mesure. L'homme dans le miroir était jeune, beau et rayonnait de pouvoir. Un faible sourire arrogant jouait sur ses lèvres. Son chef de cabinet frappa et entra. « Monsieur Vance, il y a un léger problème dans la suite nuptiale. » Andrew ne leva pas les yeux, ajustant son nœud papillon. « Quoi ?» L'assistant hésita. « La mariée n'est pas encore arrivée. » Les mains d'Andrew s'arrêtèrent. Il leva un sourcil avec désinvolture. N'était-elle pas censée être là à 8 heures pour le maquillage et la coiffure? Probablement coincée dans les embouteillages de Manhattan. Appelle-la et dis-lui de se dépêcher. J'ai essayé. La voix de l'assistant devint tendue. Son téléphone était éteint. Andrew se retourna enfin, l'agacement brillant dans ses yeux. Éteint? Oui, monsieur. Le téléphone de mademoiselle Sterling est éteint depuis 7 heures. Andrew fronça les sourcils.
Il attrapa instinctivement son propre téléphone, ouvrit e-message, et trouva sa conversation avec elle. Le dernier message était son texto de la veille. Ne sois pas en retard pour le mariage demain. Repose-toi. Il n'y avait pas de statut, délivré. Il essaya d'appeler. L'abonné que vous avez composé n'est pas disponible. Ses sourcils se froncèrent, mais il réprima rapidement tout malaise avec un ricanement froid. Dis-lui que si elle continue à faire un caprice, ma patience va s'épuiser. Elle peut oublier le parrainage corporatif pour son nouveau projet de galerie. L'assistant ouvrit la bouche mais ne dit rien. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va la trouver. L'assistant se retourna et sortit pratiquement en courant. 10h15. La suite nuptiale restait complètement vide. Maquilleuse, styliste et demoiselle d'honneur étaient tous présents, échangeant des regards nerveux. Seule la place de la mariée était vacante. La robe de mariée Vera Wang sur mesure suspendue au portant laissait tranquillement traîner sa traîne comme si elle attendait quelqu'un qui n'arriverait jamais. 10h25. Les invités devenaient agités. Des murmures parcouraient les bancs. Les gens continuaient à vérifier leur Rolex. 10h30. L'assistant, le visage cendreux, fit irruption dans la suite du marié. Andrew était assis sur le canapé en cuir, jambes croisées, arborant encore son expression arrogante, elle va se fatiguer et revenir. Mais quand il vit ce que tenait son assistant, son expression se figea. Ce n'était ni un téléphone ni un texto de elle. C'était une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. Le premier était une déclaration unilatérale de dissolution des fiançailles tamponnée par un cabinet d'avocats de premier ordre de Manhattan et signée personnellement par Eleanor Sterling. Le libellé était froid, juridique et absolu. Moi, Eleanor Sterling, renonce volontairement à tous droits de propriété et financiers associés aux fiançailles avec Monsieur Andrew Vance. À compter de ce moment, aucune relation légale ou personnelle n'existe entre nous. Le second était une capture d'écran de la caméra de sécurité du Penthouse. L'horodatage indiquait 2h40 du matin. Il montrait elle marchant seule vers la porte avec une seule valise cabossée. Andrew se leva d'un bond du canapé. Les papiers dans ses mains tremblèrent légèrement. Et ses affaires? Sa voix devint soudain rauque. Elle a tout pris. L'assistant baissa la tête. Le gestionnaire du domaine vient de vérifier. Il ne reste pas un seul objet personnel à elle dans le dressing. Seulement les choses que vous lui avez offertes. Elles sont toutes empilées soigneusement sur le sol. Les pupilles d'Andrew se contractèrent violemment. Elle a laissé tous ses cadeaux. Elle n'a rien pris. Traitant des millions de dollars comme des ordures jetées. Impossible. Andrew froissa la lettre de l'avocat dans son poing. Il refusait de le croire. La porte s'ouvrit brusquement et Savannah se précipita, portant une robe de demoiselle d'honneur rose pastel. Son visage était l'image parfaite d'une panique et d'une inquiétude orchestrée. Drew. Tout le monde dehors demande pourquoi la mariée n'est pas encore descendue l'allée. Que s'est-il passé? Voyant l'expression sombre d'Andrew, elle courut immédiatement vers lui et lui attrapa le bras, sa voix douce et fragile. Drew, est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Je ne voulais pas rivaliser avec elle. Je voulais juste je t'aime tellement. C'est pourquoi je n'ai pas pu retenir mes larmes hier soir. Penses-tu qu'elle ait entendu quelque chose? Andrew ne dit rien. Il fixa intensément la lettre juridique froissée. Ses tempes palpitaient. Elle est vraiment partie. Elle est partie comme ça sans poser de questions, sans faire de scène, sans lui donner la moindre chance d'expliquer. Elle l'avait coupé aussi décidément qu'un chirurgien amputant un tissu nécrosé. Pour une raison quelconque, son cœur rata un battement. Ce n'est pas de la douleur, se dit Andrew. Ce n'est pas de la douleur. C'est la panique de perdre le contrôle. C'est la frustration d'un plan d'affaires ruiné. C'est la fureur d'être surpassé par une femme que je n'ai jamais prise au sérieux. Trouve-la, grogna-t-il entre ses dents serrées. Active toutes nos connexions. Trouve Eleanor Sterling. Mais il était trop tard. À 10h47. La cérémonie avait 15 minutes de retard. Dans la grande salle de bal, les 300 invités d'élite étaient passés des murmures à des discussions ouvertes et bruyantes. Certains cadres de Wall Street se levaient déjà pour partir. Les paparazzi, comme des requins sentant le sang dans l'eau,
prenait frénétiquement des photos de l'arche florale vide. Le mariage Vance et la mariée en fuite. On dit que la fille Sterling lui a servi des papiers légaux. Quelle humiliation massive. La nouvelle se répandit à la vitesse de la lumière. Le directeur des relations publiques du groupe Vance sprinta dans le salon, suant abondamment. Monsieur Vance, les médias dehors deviennent fous. Le président Laporte s'ouvrit avec fracas. Richard Vance, le père d'Andrew et le président à la poigne de fer du groupe Vance, se tenait dans l'embrasure, le visage tordu de rage apocalyptique. Des veines saillaient à ses tempes. Il pointa un doigt tremblant vers Andrew et rugit. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Andrew ouvrit la bouche. « Papa, j'ai juste reçu un appel des Sterling. » La voix de Richard trembla d'un mélange terrifiant de fureur et de panique. Eleanor a rompu les fiançailles elle-même. Les Sterling ne vont pas l'arrêter. As-tu idée de ce que cela signifie? Les coentreprises entre nos familles, les conditions du fonds fiduciaire, notre levier, tout est parti en cendres. Il frappa du poing sur une table latérale. Un vase en cristal bascula et se brisa sur le sol. 300 invités, couverture médiatique en direct. Toute la côte et regarde la famille Vance devenir la risée. Andrew, explique-moi comment tu as réussi à la pousser à ça. Savannah, terrifiée, se recroquevilla dans un coin, le visage totalement pâle. Elle n'osait pas émettre un son. Andrew se tenait les lèvres serrées. Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas dire à son père de quoi il s'était vanté à ses frères de fraternité la veille. Mais au fond, il savait. Elle avait tout entendu. C'est pourquoi elle était partie si résolument sans un mot de reproche. Je vais arranger ça. Sa voix était rauque, à peine reconnaissable. Arranger ça. Richard Vance ricana froidement, pressant soudain une main sur sa poitrine, vacillant légèrement. Tu ferais mieux d'arranger ça, sinon tu supporteras seul les conséquences de la perte de ses droits de vote. Sur ce, il se retourna et sortit en trombe, entouré d'une nuée d'assistants paniqués et de l'équipe médicale de garde. Dans la grande salle de bal, la majorité des invités s'était déjà dispersée. Sous l'arche vide, 100 000 roses blanches commencèrent lentement à se faner sous la chaleur des projecteurs de scène. C'était censé être le mariage d'Eleanor Sterling, mais elle n'était plus là. Ce soir-là, Andrew rentra en voiture à leur pantouse de l'Upper East Side. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Peut-être qu'elle sortirait soudain de la chambre d'amis avec des yeux rouges et gonflés et commencerait à l'interroger, lui permettant de dire quelques mots doux et d'arranger les choses. Peut-être qu'elle était assise dans le salon prête à casser quelques assiettes, à pleurer et à faire une scène pour qu'il puisse la tenir dans ses bras. Il avait même répété ses répliques pendant le trajet. Ce que j'ai dit hier n'était que des paroles d'ivrogne avec les garçons. Ne le prends pas au sérieux. Il poussa la porte. Les décorations de mariage sur mesure étaient encore partout. Les panneaux M et Madame reposaient tranquillement sur la cheminée. Les pivoines s'affaissaient. Le salon était vide. La chambre était vide. La terrasse était vide. Il marcha rapidement vers le dressing principal et se figea. Le côté droit du dressing était complètement nu. Là où les vêtements discrets d'elle étaient suspendus, il n'y avait plus que des cintres en velours nus oscillant légèrement. Et sur le sol contre le mur gauche, les objets étaient méticuleusement empilés. Sac Hermès, boîte Cartier, vêtements Chanel, talons Givenchy. Chaque article était parfaitement aligné. Et reposant tranquillement sur un birkin noir se trouvait la bague en diamant de 6 carats. Scintillant froidement. Andrew resta immobile, fixant le tas. Il pensait autrefois que ces objets étaient sa charité gracieuse envers elle. Chaque fois qu'il lui offrait un sac ou un collier, elle le serrait joyeusement dans ses bras et disait « Merci, Drew ». Il le voyait comme une aumône, un lubrifiant pour faire mieux fonctionner son outil. Maintenant, toutes ces choses empilées comme un tas de déchets chers lui hurlaient « Ta soi-disant charité ne vaut pas un centime ». Soudain, un sentiment écrasant d'étouffement lui serra la gorge. Andrew ne comprenait pas ce sentiment. Ce n'était pas un chagrin d'amour. Il s'assura que ce n'était définitivement pas un chagrin d'amour. C'était l'humiliation d'une gifle au visage. La panique d'une proie rompant soudain sa laisse. La fureur de réaliser que son contrôle absolu était une illusion. Il se retourna, attrapa un vase Ming antique sur la console et le lança violemment contre le mur. Crash! Des éclats de porcelaine explosèrent partout.
Son rugissement résonna dans le pantouse vide. Les veines sur son front saillirent. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu penses que tu peux simplement t'enfuir? Il brisa un bol décoratif, puis une photo encadrée. Le sol était couvert de débris. Il respirait lourdement, une sueur froide perlant sur son front. Il s'appuya contre le bord de la table comme une bête acculée. Son téléphone sonna. C'était Savannah. Drew, tu vas bien? Je suis tellement inquiète pour toi. Dois-je venir? S'il te plaît, ne reste pas seul. Andrew fixa le nom de Savannah sur l'écran. Soudain, ses lettres parurent insupportablement irritantes. Si Savannah n'avait pas pleuré dans le salon hier, s'il n'avait pas prononcé ces mots devant tout le monde pour l'apaiser, la pensée s'était à peine formée qu'il la coupa brutalement. Ce n'était pas sa faute. Elle était simplement trop dramatique. Entendre quelques phrases et faire exploser le mariage immédiatement. C'était insensé. Je vais bien, sa voix était rauque. Je la trouverai. Elle ne peut pas se cacher. Il raccrocha et composa le numéro d'un enquêteur privé haut de gamme. Puis il appela des contacts aériens, des directeurs d'hôtels et des initiés bancaires. Il voulait tracer chaque mouvement de elle. Cependant, les réponses qu'il reçut une par une firent geler son sang. Monsieur Vance, le numéro de téléphone de mademoiselle Sterling a été résilié. Pas éteint, annulé entièrement. Ses comptes de réseaux sociaux ont disparu. Instagram, LinkedIn, Facebook effacés. Les sources bancaires disent qu'elle a transféré tous ses fonds personnels vers un compte offshore tard la nuit dernière. Nous ne pouvons pas tracer les destinations finales. Il n'y a aucune trace d'elle embarquant sur des vols de JFK, LaGuardia ou Newark. Aucun dossier Amtrak non plus. Soit elle a utilisé un alias, soit elle est complètement hors réseau dans la ville. Chaque rapport était une autre gifle au visage d'Andrew. Elle n'avait pas agi sur un coup de tête. Elle avait exécuté une stratégie de sortie sans faille. Au moment où elle avait entendu ces mots avec une froideur et une efficacité terrifiantes. Elle avait complètement coupé son existence de la sienne, annulation de numéros, suppression de réseaux sociaux, transfert d'actifs, bagages, envoi de la lettre de l'avocat. Tout le processus avait pris moins de 6 heures. Elle ne lui avait accordé ni un seul appel, ni un seul texto, ni une seule larme. Elle avait simplement et proprement disparu de son univers comme si elle n'avait jamais existé. Andrew glissa lentement le long du mur jusqu'au sol. Des éclats de porcelaine s'enfoncèrent à travers son pantalon sur mesure dans sa peau, mais il ne sentit pas la douleur. Il pencha la tête en arrière, fixant le plafond d'un regard vide. Un vide incompréhensible dans sa poitrine s'étendait rapidement, comme si un organe vivant avait été arraché, laissant un trou béant sanglant d'où hurlait un vent glacial. Les retombées de la mariée en fuite furent bien plus catastrophiques qu'Andrew ne l'avait anticipé. Le lundi matin, son téléphone explosait, non pas avec des nouvelles de elle, mais avec des rapports d'urgence des cadres du groupe Vance. Monsieur Vance, l'action du groupe Vance est en baisse de 4 points en pré-marché. Drew, les partenaires appellent au sujet du mariage. Quelle est la ligne PR officielle? Monsieur Vance, la famille Sterling vient d'annoncer qu'elle examine les termes du projet immobilier commun à Manhattan. Andrew serra son téléphone, assis dans le salon rempli de débris. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Ses yeux étaient entièrement injectés de sang, et sa tête semblait fendue par un marteau. Mais ce qui gela vraiment sa moelle fut un email du secrétaire du conseil à 10 heures. Monsieur Vance. Le président a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour 13 heures. Ordre du jour, restructuration des actifs et responsabilités concernant l'alliance Sterling rompue. Responsabilité. Le mot était une lame à sa gorge. Andrew ferma les yeux et inspira profondément. Il savait que son père ne lui pardonnerait pas. Le vieil homme avait presque fait une crise cardiaque au plaza. Il n'avait jamais vu une déception aussi meurtrière dans les yeux de son père. Pourtant Andrew refusait obstinément d'admettre sa faute. C'était la faute d'elle. Elle avait agi radicalement. Elle ne lui avait même pas donné une chance d'expliquer. Il se leva. Un morceau de verre s'enfonça dans son talon, mais il l'ignora. Marchant pieds nus vers la salle de bain pour s'asperger le visage d'eau froide. Le miroir montrait un étranger épuisé. Yeux enfoncés, mâchoire rigide, lèvres craquelées. Son téléphone vibra. Savannah. Drew.
As-tu pris ton petit déjeuner? Je t'ai fait de l'avoine. Je l'apporte. Bien. Il n'avait pas l'énergie de discuter. À 13 heures, dans la salle de conseil au mur de verre au dernier étage de la tour Vance, le conseil d'administration était assis autour de l'immense table en acajou. Ces requins de Wall Street aux cheveux gris fixaient Andrew avec des visages sombres, le regardant comme un chien qui venait de souiller le tapis. Richard Vance était assis en tête de table. Son teint était cendreux, mais son regard était tranchant comme un rasoir. Devant lui se trouvait une pile de rapports surmontés d'un graphique boursier peint en rouge profond. Depuis que l'annulation du mariage avait fait les nouvelles, la capitalisation boursière du groupe Vance avait évaporé près de 2 milliards de dollars. Parle. La voix de Richard était rauque et glaciale. Que s'est-il passé? Andrew était assis rigide, le dos droit, ses yeux glissant vers les documents, son estomac se contractant. Je ne veux pas entendre son nom. Richard frappa la table de sa paume. Je te demande ce que tu as fait pour que la fille Sterling s'enfuit sans exiger un seul cent. Penses-tu qu'elle a besoin de notre argent? Les Sterling ont leur propre empire. Un silence lourd pesa dans la pièce. Tous les regards étaient rivés sur Andrew. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il ne pouvait pas avouer au conseil qu'il avait qualifié le mariage de scam temporaire. Cela prouverait qu'il, l'héritier, traitait des alliances stratégiques de milliards de dollars comme des blagues de fraternité. Les conséquences directes de l'alliance rompue commencèrent un membre plus âgé du conseil à gauche, ajustant ses lunettes. Premièrement, les Sterling ont gelé notre développement commun de 400 millions de dollars à Hudson Yard. Deuxièmement, le fonds familial stipule explicitement qu'un mariage stable est une condition préalable à ton contrôle sur les 5% des droits de vote. Pas de mariage, pas de part. Il s'arrêta, fixant Andrew. Troisièmement, la confiance du marché s'est effondrée. Si nous n'avons pas de bonnes nouvelles dans la semaine, les investisseurs institutionnels commenceront à vendre l'action en sous-main. Les mains d'Andrew se serrèrent en poings serrés. Et enfin, un autre administrateur intervint avec une ironie non dissimulée. Tout le réseau de philanthropie artistique et culturelle qu'Eleanor Sterling a construit pour notre image corporative est paralysé. Les contacts avec les collectionneurs de premier plan, les galeries européennes, les conseils de musées, c'étaient ses relations personnelles. Elle est partie et cette division est pratiquement morte. Chaque mot était un couteau émoussé sur l'ego d'Andrew. Il ne pouvait pas le supporter. Elle ne faisait que du soutien administratif. Ce n'était pas ça. Tais-toi. Richard Vance ferma les yeux. Sa voix sortit entre ses dents serrées. À compter d'aujourd'hui, la direction de l'acquisition d'énergie renouvelable en Asie est transférée à ton oncle. Ton autorité de signature exécutive est temporairement gelée à 500 000 dollars. Quand tu auras arrangé ce gâchis, tu pourras peut-être récupérer ton pouvoir. Les pupilles d'Andrew se rétrécirent. L'autorité gelée signifiait qu'il était effectivement mis à l'écart du cœur du groupe Vance. Réunion ajournée. Richard se leva, pressant une main sur sa poitrine, et sortit lourdement de la pièce. Les vieux renards dans leurs costumes sur mesure suivirent, certains cachant de faibles rictus. Andrew resta seul dans l'immense salle de conseil. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur son visage, mais ses yeux étaient entièrement vides. Avec des doigts tremblants, il déverrouilla son téléphone et ouvrit sa galerie de photos. Il fit défiler longtemps jusqu'à trouver une photo datant de 6 mois. Elle était dans la cuisine portant l'un de ses t-shirts blancs trop grands, les cheveux en queue de cheval désordonnés, se tournant vers la caméra avec un sourire chaleureux aux yeux plissés pendant qu'elle lui préparait le dîner. Il la fixa jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ce soir-là, il réalisa vraiment à quel point le Pentouse était vide. Pas seulement physiquement vide. C'était un silence mortel et suffocant qui imprégnait chaque centimètre carré. Quand elle était là, l'appartement était vivant. Le sifflement de la bouilloire, le cliquetis de son clavier depuis le bureau, son fredonnement sous la douche, sa voix douce appelant « Drew, le dîner est prêt ». Maintenant plus rien. Il ouvrit le réfrigérateur Sub-Zero, vide. Il était constamment réapprovisionné auparavant. Elle planifiait méticuleusement ses repas pour que sa gastrite induite par le stress ne se déclenche pas. Maintenant il n'y avait que 2 bouteilles d'eau pétillante et un yaourt expiré depuis 3 jours. Il ferma la porte, sentant la brûlure familière dans son estomac. Son téléphone sonna. Un FaceTime de Savannah. Il répondit.
Savannah apparut à l'écran, fraîchement sortie de la douche portant une chemise de nuit en soie rose. Des larmes brillaient sur ses cils. Drew, tu es seul à la maison. Veux-tu que je vienne? Je peux cuisiner pour toi. Qu'est-ce que tu peux cuisiner? Andrew se frotta les tempes palpitantes. Savannah cligna des yeux. Je peux apprendre. Ce que tu veux. Mon estomac me tue. Fais de l'avoine. D'accord, j'arrive dans 30 minutes. 40 minutes plus tard, Savannah fit irruption dans l'appartement. Repliant ses manches, elle marcha dans la cuisine. Le chaos s'ensuivit. Andrew était assis dans le salon écoutant le désastre. Porte d'armoire claquant, pot d'épices se brisant, elle criant « Où gardes-tu les flocons d'avoine ?» 1 heure plus tard, Savannah émergea avec un bol. Andrew baissa les yeux. L'avoine était une pâte épaisse noire collante qui sentait fortement le carbone brûlé. Des grumeaux non identifiables flottaient dedans. L'odeur âcre lui frappa le nez, le faisant grimacer. Drew. Savannah se mordit la lèvre, paraissant totalement pitoyable. J'ai vraiment essayé. Je ne savais pas que c'était si difficile. Je pensais que faire de l'avoine c'était juste faire bouillir de l'eau. Elle le faisait paraître si facile. Andrew fixa la boue noircie et une image de elle surgit violemment dans son esprit. Son avoine avait toujours la consistance parfaite, garnie de myrtilles fraîches, un filet de miel manuka, et un verre d'eau tiède avec ses pilules antiacides attendant sur le côté. Prends tes médicaments d'abord. Les flocons refroidiront parfaitement le temps que tu aies fini, disait-elle. Le souvenir était si vif qu'il semblait dater d'hier. Sa poitrine se serra violemment. Ce n'est pas de la douleur, se dit-il encore. C'est juste l'inconfort d'une routine brisée. Enlève-la. Il détourna la tête. J'ai perdu l'appétit. Savannah se figea et les larmes coulèrent immédiatement. Drew, tu me détestes maintenant? Je sais que je ne suis pas aussi capable que elle, mais je t'aime. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Ça me fait peur. J'ai dit, enlève-la. Andrew hurla soudain, se levant d'un bond. Un silence mortel tomba sur le salon. Savannah tressaillit violemment, les larmes striant son visage. Elle n'osait pas bouger. Andrew laissa échapper un souffle dur, se détourna et pinça l'arête de son nez. Va-t'en. Sa voix était rauque. Je veux être seule. Savannah resta là un moment, puis murmura doucement, d'accord. Elle attrapa son sac et s'enfuit. Quand la porte claqua, l'appartement plongea à nouveau dans l'abîme du silence. Andrew était assis sur le canapé fixant l'avoine brûlée. Son estomac se contracta si violemment qu'il dut se plier en deux. Au cours des semaines suivantes, la vie d'Andrew commença visiblement à s'effondrer. Sans elle gérant la machinerie complexe de son existence, les erreurs s'accumulaient exponentiellement. D'abord, ce fut le réseautage social. Elle ne gérait pas seulement les investissements artistiques. Elle gérait la toile invisible des connexions d'Andrew dans la haute société. Quel membre du conseil dont la femme avait un anniversaire? Quel cadeau envoyer? Quel vin millésimé spécifique le commissaire de la ville préférait-il? Comment arranger le plan de table au gala de charité annuel pour que des rivaux amers ne soient pas assis ensemble? Tous ces micro-détails critiques avaient été stockés dans le cerveau d'elle. Maintenant Savannah se glissait avec enthousiasme dans le rôle et les résultats étaient apocalyptiques. Lors de sa première semaine, Savannah appela la femme d'un partenaire clé de Wall Street pour arranger un déjeuner. Non seulement elle utilisa le mauvais prénom, mais elle massacra aussi le prestigieux nom de famille. La femme appela directement le bureau d'Andrew, dégoulinante de dédain de vieille fortune. Il semble que la nouvelle future Madame Vance ne se donne même pas la peine de faire ses devoirs. Quelle honte! Andrew dut personnellement ramper au téléphone, perdant énormément la face. La deuxième semaine, Savannah assista au déjeuner du comité de charité, un cercle de collecte d'informations secrètes pour les épouses des puissants de New York. Elle dominait autrefois ces événements avec une grâce sans effort, extrayant des ragots corporatifs vitaux pour Andrew. Savannah arriva couverte de logos de designers flashy de la tête aux pieds. Elle ne savait pas qui était marié à qui se querellait, ou quel sujet était tabou. Pire, elle se plaignit bruyamment à la table. Drew passe un si mauvais moment. C'est à cause de cette fille elle qui s'est enfuie. Le lendemain matin,
la citation avait circulé dans tout l'Upper East Side. La nouvelle maîtresse de Vance dénigre publiquement son ex-fiancé lors d'un déjeuner de charité. Absolument sans classe. Le niveau de la famille Vance est-il tombé si bas? Le département des relations publiques du groupe Vance travailla jusqu'à 3 heures du matin pour tuer les articles de potin. L'action, après une brève stabilisation, recommença à glisser. Andrew était assis dans son bureau fixant des captures d'écran du désastre PR, ses tempes palpitant violemment. Il hurla sur Savannah au téléphone pour la première fois. « Je t'ai envoyé là-bas pour réseauter, pas pour nous faire passer pour une risée. As-tu quelque chose dans la tête ?» Savannah sanglota dans le récepteur. « Drew, je ne savais pas que c'était si compliqué. Comment elle se souvenait-elle de tout ça? Je ne suis pas elle. Je ne peux pas le faire. » Elle avait un fichier maître. Andrew siffla. Une matrice complète de relations de chaque famille, leurs préférences et leurs tabous. Tout était dans un fichier. Il s'arrêta brusquement. Ce fichier était sur l'ordinateur portable personnel d'elle. Elle l'avait emporté avec elle. Bien sûr qu'elle l'avait emporté. C'était sa propriété intellectuelle, le résultat de son travail méticuleux. Andrew s'affaissa dans son fauteuil Herman Miller, fermant les yeux. Ce nom, comme un nœud coulant se resserrant, lui serra la gorge. Elle. Il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Chaque fois qu'une crise éclatait, il pensait, si elle était là, ça ne serait pas arrivé. Chaque fois qu'il rentrait aux Penthouse mort, il pensait, si elle était là, les lumières seraient allumées. Ces pensées le rendaient fou, engendrant un mélange toxique de fureur et d'un désir désespéré et insomniaque. Il la voulait de retour. Pas par amour, rationalisait-il, mais parce que j'ai besoin d'elle. Elle était son outil, et il s'était habitué à son fonctionnement sans faille. Ce n'est que maintenant que l'outil avait disparu qu'il réalisait qu'il en était complètement dépendant. Et la partie la plus terrifiante, il ne savait même pas où elle était. À la 3e semaine, Andrew craqua. Assis dans son bureau sombre, il ouvrit e-message. L'historique de conversation était encore là, même si son numéro était mort. Il remonta des mois en arrière. Drew, ton avoine est sur le feu. N'oublie pas de manger. Drew, c'est l'anniversaire de la femme du directeur financier demain. J'ai laissé le vase en cristal baccarat emballé sur la console. Drew, tu travailles encore tard? Rentre bientôt. Tu me manques. Douce, comme un ruisseau tranquille. Il les regardait à peine autrefois, les trouvant collantes et inutiles. Maintenant il fixait ces 3 mots. Tu me manques. Sa poitrine se serra si douloureusement qu'il pouvait à peine respirer. Ses doigts tremblèrent tandis qu'il tapait un message. Elle, si tu reviens, nous pouvons avoir le mariage selon tes termes. Je t'en supplie. Rencontrons-nous juste. Il appuya sur envoyer. Message échoué. Non délivré. Il appuya sur réessayer. Non délivré. Il appuya encore et encore. Chaque point d'exclamation rouge était une gifle brutale. Andrew lança violemment son téléphone à travers la pièce où il se brisa contre le mur en acajou. Il agrippa le bord de son bureau, haletant lourdement, une sueur froide dégoulinant sur son visage. Une réalisation terrifiante le frappa. Depuis le moment où elle avait quitté la répétition jusqu'à ce jour. 3 semaines plus tard, elle ne lui avait pas envoyé un seul mot. Aucun reproche, aucune demande de clôture, aucun « Comment as-tu pu me faire ça ?» Rien. Elle s'était complètement évaporée, proprement, sans un seul brin de regret. Ce silence mort était bien plus terrifiant que n'importe quelle dispute hystérique. Si elle était revenue et avait fait une scène, il aurait eu un levier à actionner, une chance de prouver qu'il tenait à elle. Mais elle ne tenait pas. Elle ne tenait absolument pas. La tendre et dévouée elle qui lui envoyait des textos « Tu me manques chaque nuit » était morte, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, la position de Savannah se détériorait rapidement. Elle n'était pas complètement stupide. Elle savait qu'elle perdait son emprise. Avec elle partie, Savannah était poussée sous les projecteurs impitoyables de la haute société new-yorkaise. Universellement marquée comme la briseuse de ménage bon marché, même le personnel de la famille Vance la regardait avec un dégoût à peine voilé. Mais tant qu'Andrew avait besoin d'elle, elle pouvait feindre la confiance.
Dernièrement cependant, Andrew était glacial. Avant le désastre, même quand il prétendait que le mariage était une affaire, il traitait Savannah avec une affection indulgente, lui achetant des bijoux, l'emmenant dans des clubs exclusifs. Mais maintenant, il ignorait ses textos et lui aboyait dessus chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. L'anxiété de Savannah atteignit un point d'ébullition. Un après-midi, en se promenant chez Berdorf Goodman, elle repéra une robe de soirée Oscar de la Renta exclusive. C'était la robe parfaite pour un gala d'art mondial très médiatisé à venir. Poussée par un besoin désespéré de prouver qu'elle appartenait à ce monde, elle utilisa la carte Amex noire d'Andrew pour l'acheter. Pendant que la caissière passait la carte, une socialité éminente à proximité laissa échapper un rire moqueur aigu. « Oh, n'est-ce pas la petite vagabonde de la famille Vance ?» La femme traîna, regardant Savannah de haut en bas. La briseuse de ménage essaie de jouer à se déguiser sur la grande scène. Tu as chassé quelqu'un avec le pédigré d'Eleanor Sterling et maintenant tu as le culot de parader en haute couture. Savannah devint pâle. Excusez-moi. Tu m'as entendu. La femme ricana. Toute la ville sait comment tu t'es glissé dans ce lit. C'est franchement répugnant. Les mains de Savannah tremblèrent. Elle arracha le sac de shopping et s'enfuit sans regarder en arrière. Mais les retombées furent pires qu'elle ne l'imaginait. Ce soir-là, la socialité posta un blind item sur son Instagram story privé réservé à l'élite. Repérer une certaine maîtresse vulgaire en train de maxer la carte de son sugar daddy sur une robe aujourd'hui. Ne sait-elle pas qu'on ne peut pas acheter la classe? Le lendemain matin, la capture d'écran était dans tous les groupes chats de l'Upper East Side. Les relations publiques du groupe Vance étaient à nouveau en mode contrôle des dégâts agonisants. Quand Richard Vance, se remettant de sa quasi-crise cardiaque dans sa suite à l'hôpital Mount Sinai, vit l'article de page 6, son moniteur de tension artérielle commença à biper follement. Les médecins avaient ordonné un calme absolu, mais son fils inutile lui plantait des poignards dans le cœur quotidiennement. Appelle Andrew, alta-t-il à son infirmière. 30 minutes plus tard, Andrew entra dans la chambre VIP de l'hôpital. Richard était calé sur des oreillers, le visage blafard, mais les yeux perçants. Il regarda son fils, joues creuses, non rasées, épuisé, et la rage s'embrasa à nouveau. Cette fille Savannah, ordonna Richard, sa voix comme des pierres broyées. Débarrasse-t'en. Andrew se tenait au pied du lit, les mains enfoncées profondément dans ses poches, les lèvres scellées. Si tu ne la jettes pas dehors, ne rêve même pas de récupérer tes pouvoirs exécutifs. Richard ferma les yeux, à bout de souffle. Elle est une humiliation ambulante pour cette famille. Papa. Savannah. Elle est quoi? La voix de Richard monta dangereusement, serrant sa poitrine tandis qu'il gémissait de douleur. Une fois qu'il eut repris son souffle, il siffla. Que peut-elle vraiment faire pour toi? Peut-elle stabiliser l'action? Sécuriser une fusion? Négocier avec le conseil? Dis-moi, de tout ce qu'Eleanor Sterling a fait, qu'est-ce que cette imitation bon marché a accompli? Tu as risqué tout l'Empire Vance pour un morceau de déchet inutile. Le moniteur cardiaque commença à hurler. L'équipe médicale se précipita. Monsieur Vance, vous ne pouvez pas stresser le patient. Le médecin traitant aboya sur Andrew. Andrew resta figé. Ses lèvres bougèrent, mais il n'avait aucun argument. Il se retourna et sortit. Les lumières fluorescentes aveuglantes du couloir de l'hôpital le frappèrent. Il s'appuya lourdement contre le mur, penchant la tête en arrière. Sa pomme d'Adam bougea. Les paroles de son père lui martelaient le crâne comme des clous. De tout ce qu'Eleanor Sterling a fait, qu'est-ce qu'elle a accompli? Les mots faisaient plus mal que n'importe quelle malédiction parce qu'ils étaient la vérité absolue. Andrew fut enfin forcé de confronter la réalité dont il fuyait. Elle n'était jamais juste une épouse temporaire ou un outil jetable. Elle était le mortier qui tenait toute sa vie chancelante ensemble. Elle était son filet de sécurité, la seule personne qui couvrait toujours ses angles morts. Et il l'avait perdue. Non, il ne l'avait pas seulement perdue. Il l'avait poussée dehors de ses propres mains. Cette nuit-là, rentrant aux Pentouzes, Andrew fit deux choses. D'abord, il appela une firme d'intelligence globale d'élite et tripla leur rétention. Je me fiche des méthodes que vous utilisez. Je veux la localisation d'Eleanor Sterling dans le mois. Deuxièmement, il trouva une écharpe de soie qu'elle portait autrefois.
Elle avait été laissée sur un crochet derrière la porte du dressing, manquant d'une manière ou d'une autre le tas sur le sol. Elle portait encore le faible parfum de son simple déterge à lessive au jasmin. Dépourvue de tout lourd parfum coûteux. Andrew serra l'écharpe dans sa main et resta assis dans le salon noir comme un four jusqu'à l'aube. Il refusait d'admettre qu'il pensait à elle. Mais son corps était douloureusement honnête. Son estomac se contractait de manière agonisante, non pas de faim, mais parce que la personne qui lui apportait instinctivement de l'eau tiède et des médicaments était partie. Son corps, de la manière la plus primitive, pleurait ce qu'il avait détruit. Alors que la skyline de New York passait du noir au violet meurtri, puis au gris pâle, Andrew baissa les yeux sur la soie verte douce dans ses mains. Ses lèvres bougèrent comme s'il voulait dire quelque chose. Mais tout ce qui sortit fut le silence. Un long silence infini. Pendant ce temps, à mi-chemin à travers le pays, Eleanor Sterling reconstruisait son empire. Le 3e jour après avoir quitté Andrew, elle avait loué un charmant studio brownstone ensoleillé dans le West Village. Il était petit, seulement 600 pieds carrés, mais avait une immense fenêtre en bail donnant sur une rue calme bordée d'arbres sycomores. Elle le décora simplement. Ses estampes d'art préférées sur les murs, un monstrat en peau sur le bureau, et des étagères soigneusement empilées de catalogues de conservation qu'elle avait collectés depuis l'école doctorale. C'était son sanctuaire. Pas d'Andrew, pas de famille Vance, juste elle et son ambition. Pendant les premiers jours, elle ne s'arrêta pas de bouger. Le jour, elle réactiva ses anciens contacts de l'industrie, mit à jour son portfolio et organisa son réseau. La nuit, elle travaillait sur des propositions de conservation indépendantes jusqu'à l'aube. Elle ne s'autorisait pas à s'arrêter parce que dès qu'elle le faisait, les souvenirs rampaient, le rictus arrogant d'Andrew, les pleurnicheries fausses de Savannah, les rires des garçons de fraternité. Chaque fois que ces échos surgissaient, la nausée sévère revenait. Mais elle ne pleura jamais. Elle avait versé ses larmes pendant ces 2 minutes sur le sol de la salle de bain. C'était la dernière miséricorde qu'elle accorderait jamais à Andrew Vance. À la place du chagrin vint un hyperfocus froid, presque obsessionnel. Comme un superordinateur redémarré, elle versa toute sa bande passante dans sa carrière. Elle contacta des collectionneurs d'art mondiaux, des propriétaires de galeries et des directeurs de musées, des personnes dont les relations elle avait laissé refroidir pendant qu'elle jouait la fiancée obéissante de Vance. À sa légère surprise, la réponse fut extrêmement enthousiaste. Plusieurs directeurs de galeries européennes de premier plan lui dirent franchement, « Nous avons toujours pensé que tu gaspillais ton génie sur les projets de vanité corporative de Vance. Tu appartiens à la grande scène. » En lisant ses emails, les coins de ses lèvres se relevèrent. Oui, elle avait sa propre scène. Elle l'avait toujours eue. Elle avait juste caché sa lumière sous un boisseau nommé Vance. Pendant 2 ans, pour un homme qui ne la respectait même pas, elle avait enterré la prime de sa carrière. La nausée familière remonta, mais elle la repoussa. Ne pense pas à ça. La vieille Eleanor est morte à la porte de ce salon nuptial. Celle qui vit ne fait que avancer. Le 18e jour dans le West Village, elle reçut un appel téléphonique. L'identifiant montrait un numéro enregistré dans ses contacts, mais qu'elle n'avait jamais composé. C'était la ligne directe du bureau exécutif nord-américain de Pierce Capital. Pierce Capital, un nom prononcé en ton bas et révérencieux à Wall Street. Ce n'était pas juste un fonds spéculatif. C'était l'ultime prédateur apex du marché financier mondial. Le fondateur et PDG, Julian Pierce, était une énigme. Il apparaissait rarement en public, opérant avec une furtivité impitoyable qui frôlait le mythe, mais chaque mouvement qu'il faisait altérait les plaques tectoniques du marché mondial. Elle répondit. Le ton du directeur général était exceptionnellement poli. Mademoiselle Sterling, nous avons suivi vos récents mouvements indépendants. Concernant le lancement de l'initiative culturelle phare de Pierce Capital à Miami, Monsieur Pierce aimerait vous rencontrer personnellement. Quand seriez-vous disponible? Elle serra le téléphone, ses jointures blanchissant légèrement. Le projet de Miami. C'était le joyau de la couronne du portefeuille immobilier de Pierce Capital cette année. Un développement de plusieurs milliards de dollars visant à créer le plus grand hub intégré art, tech et commercial de luxe en Amérique du Nord. S'il réussissait, il redéfinirait complètement le paysage du marché de l'art mondial. Et il venait à elle. Oui, sa voix était stable, dépourvue d'émotions excessives. Nommez l'heure et le lieu. En raccrochant,
elle resta assise dans son studio, regardant la lumière du soleil tacheté filtrer à travers les feuilles de sycomore sur son bureau. Elle baissa les yeux sur son annulaire nu. La faible ligne de bronzage laissée par le diamant de 6 carats s'estompait déjà. Bientôt elle disparaîtrait complètement, tout comme cette relation. Tout comme cet homme, parti pour toujours. Elle sourit, ferma son MacBook, et marcha vers son dressing pour sélectionner un tailleur pour la réunion du lendemain. L'acte 2 de la vie d'Eleanor Sterling avait officiellement commencé. La 4e semaine commença par une gifle assourdissante au visage d'Andrew Vance. Lors d'une réunion tendue du conseil, l'oncle d'Andrew, le vice-président, claqua un rapport d'offres préliminaire sur la table. « Regardez ça », cracha son oncle, affichant le tranchant impitoyable d'un vieux prédateur corporatif. « Nous avons perdu l'appel d'offres pour le projet de renouvellement urbain de Chicago. Savez-vous qui nous a battus ?» Andrew jeta un coup d'œil à la couverture du rapport. Ses pupilles se contractèrent. Pierce Capital. Oui, Pierce Capital. Son oncle ricana froidement, se penchant en arrière dans son fauteuil. Et savez-vous pourquoi nous avons perdu ? Parce que leur proposition incluait une infrastructure culturelle IP intégrée sans précédent. C'était le facteur décisif pour le conseil municipal. Notre division artistique n'a pas produit une seule proposition viable depuis que ton ex-fiancé est parti. Ces consultants que tu as embauchés pour la remplacer ne connaissent même pas les bases. Son ombre était partout. Andrew serra les poings sous la table mais resta silencieux. Après la réunion, seul dans son bureau, il réussit à obtenir un résumé exécutif fuité de l'offre gagnante de Pierce Capital. Il tourna à la page 37. En bas, en petits caractères, architecte culturel principal, Eleanor Sterling. Ses mains commencèrent à trembler violemment. Elle n'avait pas simplement disparu. Elle avait fait défection chez Pierce Capital, le concurrent Apex le plus terrifiant du groupe Vance. Andrew lança le classeur à travers la pièce, sauta et commença à faire les 100 pas frénétiquement, respirant fort. Des scénarios terrifiants se déroulaient dans son esprit. Quand avait-elle contacté Pierce Capital ? Avant le mariage ? Après ? Était-ce une trahison préméditée ou un pivot spontané ? Il se força à se calmer. D'après le calendrier, elle avait dû contacter après son départ. Mais la vitesse pour devenir l'architecte principal d'un projet de plusieurs milliards de dollars en moins d'un mois. Que cela signifiait-il ? Cela signifiait que son levier dans l'industrie était astronomiquement plus élevé qu'il ne l'avait jamais compris. Cela signifiait que le soutien administratif qu'il avait si ouvertement moqué était en réalité un actif rare de mine d'or que tout le marché se disputait. Cela signifiait qu'il avait eu catastrophiquement tort depuis le premier jour. Il pensait qu'elle était un accessoire de sa vie. Elle était le moteur réel. Et il l'avait personnellement livrée à son plus grand rival. Cette nuit-là, Andrew était assis à l'arrière de son SUV avec chauffeur, ordonnant à son conducteur de tourner autour des anciens lieux d'elle, la librairie indépendante à Soho, le petit bistrot français qu'il fréquentait, une rue calme spécifique dans le village. Il tourna 3 fois. Bien sûr, il ne la vit pas. Elle n'existait plus dans son passé. Enfin, alors que la voiture tournait au ralenti sous un lampadaire, Andrew sortit son téléphone et fixa le nom de son contact. Il ouvrit l'application Notes et commença à taper lentement. « Où es-tu ? Pourquoi ne m'as-tu pas donné une seule chance d'expliquer ? Tu aurais pu au moins me crier dessus. » Il fixa les mots lumineux pendant longtemps, puis surligna le texte et tout supprima. Il jeta le téléphone sur le siège, se pencha en arrière et ferma les yeux. Les lumières néon défilant là vers son visage, scintillant comme une étoile mourante. Pendant ce temps, la situation de Savannah s'effondrait. Suite à l'incident chez Berdorf Goodman, elle fut entièrement mise sur liste noire par le club des épouses d'élite. Les invitations qu'elle envoyait rencontraient un silence assourdissant. Dans les groupes chats, ces messages tuaient les conversations instantanément. Même les vendeurs qui la flattaient autrefois la regardaient maintenant droit à travers elle. Sa panique engendra des erreurs fatales. Désespérée de prouver qu'elle était encore la future Madame Vance, elle utilisa secrètement la carte corporative d'Andrew pour acheter un collier d'émeraude de 80 000 $. Elle pensait que le porter au prochain événement ferait taire tout le monde. Le visage d'Andrew quand il vit l'alerte de fraude fut quelque chose que Savannah n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la rage. C'était un épuisement froid et mort. « Rends-le, dit-il, la regardant droit à travers elle.
Drew, j'ai dit rends-le. Savannah se mordit la lèvre, les larmes montant immédiatement. Tu ne me laisses même plus dépenser un peu d'argent maintenant. Elle dépensait 10 fois ça et tu ne disais jamais un mot. Chaque dollar que elle dépensait générait 10 dollars en bonne volonté corporative et relations avec les investisseurs. Andrew déclara sa voix comme une pluie glaciale. Qu'est-ce que tu génères? Les mots la frappèrent comme un coup physique. Savannah recula, son visage devenant blanc comme de la craie. Tu me compares à elle? Sa voix trembla. Drew, tu as dit que tu ne l'aimais pas. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu m'épouserais dès que tu aurais les parts. Assez. Andrew se leva, attrapant son par-dessus Tom Ford. Sa voix était froide comme des rails d'acier en hiver. Je n'ai pas la patience de discuter avec toi de ça maintenant. La porte claqua au visage de Savannah. Seule dans l'immense pentouse. Ses larmes coulèrent enfin. Elle baissa les yeux sur un bracelet Cartier en or qu'Andrew lui avait acheté des mois plus tôt. C'était autrefois son trophée ultime. La preuve qu'elle avait gagné. Maintenant il paraissait aussi fragile qu'une paille sur le point de craquer. Elle était terrifiée. Elle était terrifiée qu'Andrew n'ait plus besoin d'elle. Mais ce qui la terrifiait plus encore était la prise de conscience naissante que la femme dont il avait vraiment besoin n'avait jamais été elle. Eleanor Sterling rencontra Julian Pierce pour la première fois dans la salle de conférence du dernier étage du siège de Pierce Capital à Manhattan. L'espace était minimaliste, presque monastique, sans décoration superflue, juste des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park et une immense dalle de marbre noir servant de table. Étalée sur le marbre se trouvait sa proposition maître pour le Miami Global Hub. C'était un prospectus dense et brillant, le résultat de 2 semaines de nuit blanche. Elle portait une robe tailleur bleu marine, ses cheveux tirés en un chignon lisse et brillant, son maquillage raffiné mais discret. Elle se tenait près du projecteur, présentant un groupe de partenaires seniors. Le marché des consommateurs d'art en Amérique du Nord subit un changement de paradigme structurel. Le modèle traditionnel de galerie a atteint un plafond. Nous avons besoin d'une architecture d'actifs purement expérientielle qui fait passer l'art élevé de la simple collection à la consommation immersive tout en exploitant sa fonction de dérivé financier. Sa voix était nette et autoritaire. Ses données étaient exactes jusqu'à la décimale, sa logique à toute épreuve. Les partenaires seniors, des hommes notoirement brutaux qui détestaient perdre leur temps, se redressèrent inconsciemment. Pourtant le regard d'elle ne tomba jamais une seule fois sur l'homme assis à l'extrémité de la table. Julian Pierce, 34 ans, le souverain absolu de Pierce Capital. Il était assis dans l'ombre du coin le plus éloigné, portant une chemise habillée gris anthracite foncé, déboutonnée au col, manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Une montre mécanique vintage non identifiable reposait sur son poignet. Ses traits faciaux étaient tranchants, comme sculptés dans le marbre, et ses yeux, dans la lumière fraîche de la pièce, étaient d'un ambre perçant. Il l'observait depuis qu'elle était entrée. Ce n'était pas un regard prédateur ou évaluateur. C'était une observation profondément contenue et intensément analytique. Il la regardait comme on étudie un artefact précieux nouvellement découvert. Calme, concentré et vibrant d'un intérêt vif. Elle termina sa présentation. La pièce resta silencieuse pendant 3 secondes avant qu'une salve d'applaudissements sincères n'éclate. Les partenaires murmurèrent leur approbation. Le directeur général s'apprêtait à conclure officiellement la réunion quand une voix flotta de l'extrémité de la table. Restez. Juste un mot. La voix était basse, possédant un gravier magnétique naturel. Elle n'était pas forte, mais portait une gravité pénétrante impossible à ignorer. La pièce devint instantanément silencieuse. Julian Pierce sortit de l'ombre. Il était grand, bien plus de 1,88 m, et au moment où il se leva, une aura de pouvoir implicite mais écrasante irradia de lui. Il marcha lentement vers l'extrémité de la table d'aile, ses Oxford en cuir claquant rythmiquement sur le sol. Prenant la queue, tous les autres cadres sortirent tranquillement de la pièce. La lourde porte claqua. Ils étaient seuls. Elle tint bon, relevant légèrement le menton pour rencontrer son regard. Son visage était calme, sa posture parfaitement droite. Elle savait exactement qui se tenait devant elle. Julian s'arrêta à environ 1 mètre. Il baissa les yeux sur les plans étalés et les modèles financiers. La proposition est sans faille, dit-il. Pas de fausse politesse corporative, juste une évaluation mathématique.
Mieux que je ne l'anticipais. Merci. Elle donna un léger hochement de tête. Julien ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur son visage pendant 2 secondes, notant les ombres légères sous ses yeux et le léger pli de ses lèvres. Sans un mot, il marcha vers un credenza intégré dissimulé, ouvrit un tiroir chauffant, et sortit un thermos en céramique élégant. Il ne contenait ni café ni scotch, mais un matcha au lait d'avoine chaud et mousseux. Il plaça la tasse sur la table directement devant elle. Votre pourcentage de graisse corporelle est dangereusement bas, et vous semblez épuisé, déclara-t-il. Son ton égal comme s'il lisait un rapport de résultats trimestriels. Le travail cognitif à haute intensité nécessite un carburant calorique de base. Buvez-le, puis rentrez chez vous. Elle fixa la tasse fumante, momentanément stupéfaite. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait remarqué son état physique. Pendant ces 2 années avec Andrew, il n'avait jamais remarqué si elle avait mangé ou dormi. Pour lui, elle était une machine à mouvement perpétuel, toujours prête à servir. Pourtant, cet étranger, l'homme le plus craint de Wall Street, avait jeté un regard sur elle et avait instantanément diagnostiqué sa fatigue. Sa gorge se serra. Elle prit la tasse. La chaleur s'infiltra dans ses paumes. « Merci, dit-elle, sa voix un peu plus douce, portant un tremblement microscopique. Julien donna un hochement de tête sec, reculant et glissant ses mains dans ses poches. « Mademoiselle Sterling. » « Oui, l'initiative Miami de Pierce Capital, un portefeuille de 30 milliards de dollars, est officiellement entre vos mains à compter d'aujourd'hui. » Il s'arrêta, verrouillant ses yeux ambre directement sur les siens. Sa voix baissa d'une octave, résonnant avec une conviction tranquille. « Vous méritez plus que du simple respect. » Elle serra la tasse en céramique chaude. Elle regarda cet homme. Il n'y avait aucune condescendance arrogante dans son comportement, aucune pitié paternaliste, et absolument aucune implication qu'une femme ne pouvait pas gérer la pression. Il reconnaissait simplement sa compétence pure comme une égale, et convertissait instantanément sa confiance en pouvoir brut absolu. 30 milliards de dollars. Elle n'avait jamais touché une fraction de ce montant au groupe Vance. Non pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce qu'Andrew Vance ne lui en avait jamais donné l'occasion. Pour Andrew, elle était une assistante glorifiée destinée aux travaux subalternes. Julian Pierce venait de lui remettre tout le royaume. Le cœur d'elle eut un étrange et puissant sursaut. Ce n'était pas un frisson d'infatuation romantique. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était comme si une lourde porte en fer verrouillée depuis des années avait été soudainement enfoncée, et le flot aveuglant de soleil l'avait étourdie. « Je livrerai, dit-elle. » Sa voix était d'acier, ses yeux brûlant d'une lumière soudaine et féroce. Julian Pierce regarda le feu s'allumer dans ses yeux, les coins de sa bouche tressaillirent vers le haut. Ce n'était pas un sourire complet, mais un adoucissement subtil comme un courant chaud se déplaçant sous un océan gelé. « Je sais, dit-il. » Au cours des 2 mois suivants, elle s'enterra dans le projet de Miami, dirigeant une équipe de choc choisie à la main. Elle construisit toute l'infrastructure à partir de zéro, plans architecturaux, acquisition de conservation, partenariat de marques de luxe, et stratégie PR mondiale. Elle supervisa personnellement chaque détail brutal. Elle dormait 4 heures par nuit, pourtant physiquement elle s'épanouissait. Ce n'était pas l'adrénaline toxique et frénétique de son passé. C'était la vitalité pure et rayonnante d'une femme opérant dans son élément ultime. Ses yeux étaient brillants, son teint éclatant. Elle était encore mince, mais une nouvelle confiance incassable imprégnait sa voix. Une confiance entièrement indépendante de tout homme ou titre familial, enracinée entièrement dans sa compétence stupéfiante. Julien était incroyablement occupé. Son emploi du temps était segmenté en intervalles de 5 minutes. Pourtant tous les 3 à 5 jours, il apparaissait dans sa salle de guerre du projet. Pas comme un micromanager vérifiant son investissement, il ne questionna jamais son jugement professionnel. Il arrivait toujours tranquillement. Parfois après 6 heures de négociation avec des fournisseurs d'os à dos, elle trouvait un bol de wagyu premium et un thé chaud attendant sur son bureau, elle levait les yeux et voyait Julien debout près de la porte lisant un dossier, comme s'il passait juste par là. « Manger puis continuer », disait-il avant de sortir. Parfois quand elle était assise dans le couloir paraissant visiblement vidé, il sortait d'une réunion voisine, ses yeux se posant sur elle une fraction de seconde pour évaluer son état. Il disait alors nonchalamment à son assistant, « Repoussez mon prochain appel d'1 heure. »
donner une pause obligatoire à l'équipe de Mademoiselle Sterling. Il ne franchissait jamais la ligne. Il n'agissait jamais comme un sauveur. Au début, elle n'y lisait rien. Elle voyait Julian comme un pragmatiste apex. Protéger la santé physique d'un actif clé et simplement protéger l'investissement. Mais sa perspective changea une nuit pendant la dernière ligne droite avant l'annonce du lancement de Miami. Elle resta dans le studio du West Village jusqu'à 2 heures du matin, affinant les schémas d'éclairage architectural. Tout le monde était parti. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Elle leva les yeux. Julian se tenait dans l'embrasure. À 2 heures du matin, il portait un costume sur mesure sombre sur une chemise blanche, les boutons du haut défaits, paraissant comme s'il venait de quitter un gala politique de haut niveau. Il tenait un sac en papier discret d'un club culinaire exclusif ouvert 24h24 à Manhattan. Encore là? Déclara-t-il plutôt qu'il ne demanda. C'était comme s'il le savait déjà. Elle cligna des yeux, surprise. Monsieur Pierce, vous passez par là? Il entra, posant le sac sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un récipient de congé au gingembre et oignons verts chauds apaisants, et une boîte de macarons Pierre Hermé. Votre chef de cabinet a mentionné que vous avez sauté le dîner. Elle fixa la nourriture chaude et une boule se forma dans sa gorge. Pas entièrement par émotion, mais par un étrange sentiment de déjà-vu. Elle se souvenait des innombrables fois où elle s'était réveillée au milieu de la nuit pour faire mijoter de l'avoine et portionner des antiacides pour Andrew. Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Elle était toujours la gardienne. Et maintenant, l'homme le plus puissant de New York City avait fait un détour à 2 heures du matin juste pour lui apporter un repas chaud. Merci, réussit-elle à dire, sa voix un peu épaisse. Julian ne s'assit pas. Il resta près de son bureau, son regard tombant sur les schémas d'éclairage sur ses 2 moniteurs. Il les étudia pendant 10 secondes avant de dire, la température de couleur dans la zone 3 peut baisser d'un demi-Kelvin. La chaleur entrera en conflit avec les tons froids de l'installation centrale. Elle se figea, analysa l'écran, réfléchit 2 secondes, et hocha la tête. Vous avez absolument raison. Elle ajusta les paramètres. Un léger tressaillement d'approbation toucha les lèvres de Julian. Terminé bientôt, dit-il, se tournant vers la porte. Il s'arrêta sans regarder en arrière. Mon chauffeur attend en bas. Ne refusez pas la course. C'est sur mon chemin. La porte claqua. Elle la fixa longtemps. Puis elle baissa les yeux, prit un macaron et mordit dedans. Sucré. Chaud et sucré. Elle en mangea un, puis un autre, jusqu'à finir tout le repas. Rentre chez elle à l'arrière de la Maybach blindée de Julian cette nuit-là, elle regarda les lumières de la ville défiler. Son reflet dans la vitre teintée semblait différent. L'épuisement profond était encore là, mais ses lèvres avaient à nouveau de la couleur. Elle se souvint soudain des mots que Julian avait prononcés lors de leur première rencontre. Vous méritez plus que du simple respect. Elle commençait à penser qu'il le pensait littéralement. Le gala de lancement officiel du Miami Hub de Pierce Capital était prévu pour le week-end le plus attendu de la saison d'automne. Organisé au Museum of Modern Art à NYC, c'était la première grande incursion culturelle publique de Pierce Capital. L'échelle de l'investissement, le calibre des marques mondiales, le poids de la liste des invités. C'était l'événement le plus exclusif de la décennie. Les billets ne pouvaient pas être achetés. L'entrée était strictement sur invitation dorée. Andrew Vance passa 3 semaines à faire appel à toutes les faveurs qui lui restaient juste pour obtenir une invitation plus 1. Pas parce qu'il se souciait de l'art. Il savait que le PDG de Pierce Capital serait là. Et pour sauver le groupe Vance en train de couler, il avait désespérément besoin de réseauter avec les vrais dieux de Wall Street. Mais il avait un second motif brûlant. Son enquêteur privé avait confirmé qu'Eleanor Sterling était l'architecte principal du projet. Elle serait là. Rien que de penser à la voir faisait marteler le cœur d'Andrew contre ses côtes. Un cocktail écœurant d'anticipation, de terreur, de fureur et d'une soif agonisante et inextinguible. Au cours des 2 derniers mois, Andrew avait perdu 15 livres. Ses pommettes saillaient. Sa mâchoire était un tranchant de tension. Ses yeux étaient enfoncés en permanence. Il avait l'air gris et creux, pourtant il s'arma d'un smoking sur mesure, s'assurant que sa montre Patek Philippe et ses boutons de manchette en platine étaient impeccables. Savannah insista naturellement pour l'accompagner. Elle avait passé 3 jours à préparer une nouvelle mise en pli,
une nouvelle robe. Celle-ci elle l'avait achetée elle-même, une imitation de designer haut de gamme puisque son accès à la richesse d'Andrew avait été coupé. Elle tournoya devant le miroir, offrant un sourire timide. « Drew, est-ce que je suis jolie ?» Andrew lui jeta un regard mort et vide. « Allons-y. » La façade du MoMA avait été transformée en une installation d'art numérique mouvante, brillant comme un saphir au cœur de Midtown Manhattan. Un tapis rouge de 50 mètres menait à l'entrée, flanqué d'un mur de paparazzi hurlants. Les flashs explosaient continuellement tandis que les titans de Wall Street, les milliardaires de la tech, les politiciens et les célébrités à liste marchaient sur le tapis. Andrew entra avec Savannah à son bras. Dès le moment où il franchit le seuil, ses yeux commencèrent à scanner frénétiquement comme un radar. Cherchant chaque coin, chaque visage, chaque silhouette. Il ne la vit pas. Son estomac chuta, mais il se força à attraper une flûte de champagne et à tenter de réseauter. Cependant, la foule d'élite le regardait avec une distance polie et glaciale. La puanteur du fiasco de la mariée en fuite lui collait encore. Aucun de ces requins chevronnés ne voulait monter à bord du navire en train de couler qu'était le groupe Vance. Savannah lui serra le bras étroitement, son sourire semblant agrafé à son visage. Elle sentait les regards jugeurs, la moquerie, le dédain, mais elle tenait le menton haut, répétant un mantra dans sa tête. « Je suis la femme d'Andrew Vance. J'appartiens ici. » À 21h, l'éclairage ambiant dans l'immense atrium s'assombrit soudain. Un unique projecteur brillant perça l'obscurité, illuminant le grand escalier comme un pilier de lumière divine. Le bourdonnement bas de la foule mourut instantanément, remplacé par une vague de murmures se propageant. « Elle est là. Qui est-ce ? Mon Dieu, regardez cette robe. » Andrew se retourna brusquement. Descendant les marches, baignée par le projecteur, se trouvait une femme. Elle portait une robe de soirée Tom Ford noire obsidienne sur mesure. Elle épousait parfaitement son corps, un chef-d'œuvre architectural de soie et de velours. Un décolleté plongeant révélait ses clavicules élégantes et tranchantes, tandis que le tissu buvait la lumière, scintillant avec une sophistication dangereuse. Ses cheveux étaient relevés en un chignon minimaliste impeccable tenu par une seule épingle géométrique en argent. Pas de lourds diamants, pas de logo flashy. Elle n'en avait pas besoin. Elle-même était le joyau le plus aveuglant de la pièce. Froid, aristocratique, invincible, comme une épée fraîchement dégainée. Au moment où Andrew reconnut le visage, le sang dans ses veines gela solidement. Son cerveau court-circuita. Une seconde plus tard, chaque terminaison nerveuse explosa. Ses oreilles sifflèrent, ses poumons se contractèrent, ses doigts s'engourdirent. La flûte de champagne dans sa main bascula, se renversant sur le poignet de son smoking, mais il ne le remarqua même pas. Il était complètement paralysé. C'était Eleanor Sterling, mais ce n'était pas la elle dont il se souvenait. La elle dans sa mémoire était toujours douce, offrant des sourires chaleureux et des tons gentils, s'habillant élégamment mais jamais pour l'éclipser. Elle se tenait toujours un demi-pas derrière lui, une ombre belle et docile. La femme commandant la pièce à ce moment irradiait une aura qu'il n'avait jamais vue. Ce n'était pas une arrogance ostentatoire. C'était la gravité terrifiante et indéniable d'une souveraine qui contrôlait son propre destin. Elle était plus mince, plus tranchante, mais son esprit avait fondamentalement muté. Ses yeux étaient perçants, sa posture mortelle, sa démarche inflexible. Elle n'était plus la fiancée prudente et obéissante de Vance. Elle était Eleanor Sterling, sans excuse et complètement elle-même. Les lumières se rallumèrent. Le maître de cérémonie sur scène annonça l'ouverture officielle, mais personne n'écoutait. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Les socialites blasés et les milliardaires étaient vraiment stupéfaits. Les femmes scrutaient la coupe impeccable de sa robe. Les hommes murmuraient furieusement à leurs assistants, exigeant de savoir qui elle était. C'est l'architecte principal du projet Miami de Pierce Capital. Quelqu'un murmura bruyamment à proximité. Eleanor Sterling, celle qui a largué Andrew Vance au Plaza. Pas étonnant que Vance ait l'air d'avoir avalé du verre. Les murmures poignardaient Andrew de tous côtés, mais il était insensible. Il fixait simplement le dos d'elle tandis qu'elle s'intégrait sans effort dans un cercle de collectionneurs d'art européens d'élite et de milliardaires de la Silicon Valley. Elle se portait avec une suprématie sans effort, souriant occasionnellement, parlant doucement. Les hommes autour d'elle la regardaient avec une admiration révérencieuse flagrante. À un moment,
son regard balaya la pièce et entra en collision avec le sien pendant une fraction de seconde. Et puis ses yeux continuèrent à bouger sans pause, sans surprise, sans colère, sans un seul scintillement d'émotion, comme si elle avait regardé un mur blanc, ou plutôt un grain de poussière ne valant pas un microseconde de puissance de traitement. Cette indifférence absolue et divine faisait 1000 fois plus mal qu'un couteau dans le ventre. Andrew serra son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son cœur se contracta si violemment qu'il faillit se plier en deux. Drew. La voix de Savannah trembla à côté de lui, imprégnée de panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui regardes-tu? Elle suivit son regard et repéra la femme en noir. Le visage de Savannah se transforma instantanément. Une envie toxique et primitive remonta le long de sa colonne vertébrale et l'étouffa. Cette robe était clairement de la haute couture sur mesure, quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'offrir avec une année d'allocation. L'aura qu'elle projetait était quelque chose que Savannah ne pourrait jamais émuler en sans vie. Et les milliardaires entourant elle possédaient assez de richesses pour acheter l'existence entière de Savannah 10 fois. Elle enfonça ses ongles acryliques dans le bras d'Andrew. Drew. Sa voix trembla d'insécurité écrasante. SSL? Andrew ne répondit pas. Il ne pouvait même pas l'entendre. Le seul son dans son univers était le martèlement assourdissant de son propre cœur. Boum. 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 Chaque battement martelait la vérité brutale. Il avait perdu. Il avait perdu de manière permanente. Et la femme qu'il avait perdue s'élevait à vitesse terminale, se transformant en une déesse rayonnante complètement hors de sa portée. Savannah ne pouvait pas le supporter. Pendant la première moitié du gala, elle s'était forcée à sourire, s'accrochant à Andrew. Mais ses yeux continuaient à revenir sur la femme en noir. Elle était le centre de gravité absolu. Partout où elle allait, les courtiers de pouvoir s'extasiaient sur elle. Pendant ce temps, l'espace autour de Savannah était un désert aride. Personne ne l'approchait. Quand elle essayait de s'insérer dans des conversations, les épouses d'élite lui jetaient un regard glacial et lui tournaient le dos. Elle restait serrant son verre, les paumes en sueur. Andrew avait disparu vers le bar. Elle le repéra debout seul près d'un pilier de marbre, les yeux verrouillés sur elle, son expression aussi sombre et turbulente qu'un ouragan. L'estomac de Savannah chuta. Puis elle remarqua elle s'éloignant de son cercle, se dirigeant seule vers une zone lounge VIP. Sa démarche était confiante, ses stilettos claquant rythmiquement comme si le monde entier était son podium. Une pensée maniaque saisit le cerveau de Savannah. Elle devait aller là-bas. Elle devait rappeler à elle qu'elle était celle qui avait fini avec Andrew, qu'elle était la victorieuse. Elle claqua son verre et marcha vers le lounge. La zone VIP était une alcôve semi-ouverte encadrée par des sculptures modernes. Elle était assise sur un canapé en cuir blanc, faisant défiler un iPad, ses longs doigts élégants glissant sur l'écran. Savannah se planta directement devant elle. Elle ne leva pas les yeux. Ellie. Savannah commença, forçant sa voix dans son registre le plus doux et le plus mielleux. Des larmes jaillirent immédiatement dans ses yeux. Ça fait si longtemps. Les doigts d'elle s'arrêtèrent. Elle leva lentement la tête et regarda Savannah. Son regard était complètement dépourvu de température. C'était terrifiant. C'était comme regarder un Roomba défectueux qui avait heurté son pied. « Puis-je vous aider ?» dit-elle, son ton plat. Savannah tressaillit sous le regard, mais força un sourire pitoyable et triomphant. Elle s'assit en face de elle, joignant les mains sur ses genoux, adoptant la posture d'une sainte en deuil. « Ellie, je suis tellement contente de te voir ce soir, » murmura-t-elle. « Comment vas-tu ? J'ai été tellement inquiète pour toi. Depuis que tu t'es enfui, Drew est un désastre. » Elle resta silencieuse, se contentant de lever un seul sourcil parfaitement sculpté. Prenant le silence comme une permission, Savannah continua, sa voix dégoulinant d'une sympathie venimeuse. « Je sais que tu me détestes. Tu penses que je t'ai volé Drew. Mais Ellie, le cœur veut ce qu'il veut. Le cœur de Drew n'a de place que pour moi. Je ne peux pas contrôler ça. Mais même si tu veux te venger de lui, tu ne devrais pas t'abaisser à travailler comme une planificatrice d'événements glorifiés ici. » Elle s'arrêta, scrutant la robe Tom Ford d'elle avec un ricanement à peine voilé. « Où as-tu trouvé un sugar daddy riche ? Ellie, tu n'étais jamais ce genre de fille auparavant. » C'était un cours magistral en agression passive, feignant l'inquiétude tout en déployant des insultes mortelles.
Elle voulait qu'elle sache que peu importe le prix de sa robe, elle avait quand même perdu l'homme. Savannah termina son monologue, relevant légèrement le menton, une larme glissant artistiquement sur sa joue. Elle attendait l'explosion. La colère, les cris, la bagarre hystérique de chat. Elle était prête. Elle était prête à tout sauf ce qui se passa réellement. Elle posa l'iPad. Elle leva lentement les yeux, son regard parcourant le visage de Savannah, le maquillage lourdement contouré qui ne pouvait pas cacher sa vulgarité, les coutures mal cousues de sa robe imitation, ses mains nerveusement agitées. Puis elle prit calmement un lourd verre en cristal d'eau glacée sur la table. Avant que Savannah ne puisse même enregistrer le mouvement, elle fit un mouvement du poignet et l'eau glacée s'abattit directement sur le visage de Savannah. L'eau glacée cascada sur la tête de Savannah, le long de son nez, sur ses lèvres, et s'infiltra dans le col de sa robe. Son maquillage appliqué avec soin pendant 3 heures se dissout instantanément en un désastre boueux. Le mascara coulait en rivière noire, le fond de teint striait, et le gloss à lèvres s'étalait sur son menton. Ah! Savannah hurla, sautant du canapé comme électrocutée. Elle se leva. Dans ses stilettos, elle dominait Savannah, projetant une dominance physique et psychologique suffocante. Elle baissa les yeux sur le pitoyable désastre dégoulinant. Son regard était froid comme le scalpel d'un chirurgien. Pas de colère, juste délivrant un verdict clinique. Savannah, commença-elle, sa voix basse mais portant le poids d'un marteau. Ouvre tes yeux pathétiques et regarde autour de toi. Regarde à qui appartient cet événement. Savannah trembla violemment. À mes yeux, elle pencha légèrement la tête, un rictus fin comme un rasoir ornant ses lèvres. Toi et ton précieux Andrew Vance n'êtes rien de plus que des actifs toxiques radiés du bilan. Radiés. Sors. Juste 2 mots. Les genoux de Savannah fléchirent. Elle s'effondra sur le canapé, le visage blanc comme de la craie, les lèvres frémissantes. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais sa gorge se referma. L'aura d'elle l'écrasait comme un glacier, rendant physiquement difficile de respirer. L'eau glacée gouttait de son menton, ruinant sa fausse robe. Le mascara noir la faisait paraître complètement dérangée. Elle ne lui accorda pas un autre regard. Elle prit son iPad, se préparant à partir. À ce moment précis, des pas lourds et frénétiques approchèrent. Andrew avait entendu le cri de Savannah et s'était précipité. Ses yeux frappèrent d'abord Savannah effondrée et trempée, puis se fixèrent sur le dos d'elle qui s'éloignait. Sa voix était dure et saccadée, portant l'agonie réprimée de 2 mois. Ne dépasse pas la ligne. Elle s'arrêta. Elle se tourna lentement pour faire face à Andrew. Il avait l'air terrible, yeux enfoncés, joues creuses, vidé de vie, mais son regard conservait encore cette nauséabonde arrogance de droit. Même au fond du gouffre, il refusait de baisser la tête. La ligne. Elle le regarda. Sa voix était conversationnelle comme si elle discutait du temps. Es-tu absolument sûr de vouloir utiliser cette phrase avec moi? La poitrine d'Andrew se souleva. Il chercha désespérément sur son visage une trace de haine, une trace d'attachement persistant, n'importe quoi du passé qu'il pouvait saisir. Il ne trouva rien. Elle le regardait comme un parfait étranger. Pire qu'un étranger. Un étranger mérite de la curiosité. Pour elle, il était une feuille de papier blanc emportée par le vent. Tu penses que parce que tu as trouvé un sugar daddy de Wall Street? Sa phrase fut coupée par le son de pas mesurés et rythmiques approchant de derrière. La cadence était sans hâte, mais chaque pas frappait le sol de marbre comme un marteau de juge. Andrew se retourna brusquement. Julian Pierce entra dans le lounge. Derrière lui flanquaient 4 agents de protection exécutive en costume noir, dégageant un professionnalisme mortel et impénétrable. Mais la présence de Julian les éclipsait tous. Il portait une veste de costume gris anthracite sombre drapée nonchalamment sur ses épaules. Sa démarche était détendue, mais irradiait un contrôle territorial absolu. Ses yeux ambre balayèrent brièvement Savannah comme on enregistre une tache sur le tapis avant de se verrouiller entièrement sur elle. Il marcha directement vers elle et avec une fluidité et une naturalité sans hésitation, plaça sa main sur le bas de son dos. Ce n'était pas un geste agressif de possession. C'était un bouclier impénétrable, une déclaration silencieuse à la pièce. Elle est sous ma protection, et personne ne respire près d'elle sans ma permission. Elle se raidit légèrement, mais ne s'écarta pas. La main de Julian était chaude et solide.
À travers la soie de sa robe, elle sentait sa chaleur. Elle sentait ses doigts pressés doucement, un check-in silencieux. Ça va? Puis Julien tourna lentement la tête pour regarder Andrew. Il baissa les yeux sur lui, non pas à cause de sa taille, bien qu'il soit plus grand, mais de l'altitude terrifiante innée d'un vrai prédateur apex regardant un insecte. Son regard était glacial. Pas de colère, pas de dédain, juste une suprématie pure et absolue. Monsieur Vance, commença Julien. Sa voix était basse, mais chaque syllabe traversait l'air comme des balles perforantes. Montrez un peu de respect à ma fiancée. Fiancée. Le mot explosa dans le cerveau d'Andrew comme une bombe thermonucléaire. Ses pupilles se rétrécirent en pointe d'épingle. Il avait l'air d'avoir été frappé par un train de marchandises. Ses yeux passèrent frénétiquement entre Julien et elle. De la main de Julien reposant sur sa taille au visage calme et serein d'elle. Fiancée. Elle était la fiancée de Julian Pierce. Le Julian Pierce. Le dieu fantôme de Wall Street. L'homme qui pouvait faire supplier son père à genoux. Elle était à lui. Toi. Les lèvres d'Andrew tremblèrent violemment. Sa voix était un râle pathétique. C'est impossible. Julien ignora complètement son choc. Il ne gaspilla pas une microseconde à regarder Andrew. Au lieu de cela, il pencha la tête vers elle, sa voix baissant en un murmure qu'elle seule pouvait entendre. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête. Julien tourna alors son regard vers Andrew. Cette fois, un nouvel élément entra dans sa voix. Pas de la colère, quelque chose de bien plus terrifiant, une extermination froide et calculée. Au fait, déclara Julien platement, à compter de demain matin, toutes les lignes de crédit du groupe Vance détenues par les banques affiliées à Pierce seront gelées. Vos actions gagées sont déjà au seuil d'appel de marge, n'est-ce pas? Julien s'arrêta. Le coin de sa bouche tressaillit en un rictus microscopique et mortel. Je lance une position short sur le groupe Vance. Les genoux d'Andrew cédèrent. Le sang disparut littéralement de son visage. Ses extrémités devinrent de glace. Son esprit devint complètement vide. Son cœur se contracta, puis se relâcha avec une douleur si aveuglante qu'il faillit s'effondrer. Shorter le groupe Vance avec l'arsenal nucléaire financier de Pierce Capital derrière. Ce n'était pas une menace. C'était un ordre d'exécution. Andrew fixa elle pressée contre le côté de Julien. Il voulait se jeter sur elle, lui attraper la main, hurler, demander pourquoi. Pourquoi était-elle partie si impitoyablement? Pourquoi s'était-elle alliée à son ennemi ultime? Pourquoi ne lui accordait-elle même pas la dignité de sa haine? Mais ses jambes étaient remplies de plomb. Parce qu'il avait enfin vraiment compris que l'écart entre lui et Julien Pierce n'était pas quelque chose que l'effort pouvait combler. C'était l'écart entre une fourmi et un dieu. Il pensait être au sommet de la pyramide, mais debout devant Julien, il n'était même pas sur les marches. Etagel, la femme qu'il avait traitée comme un outil jetable, se tenait maintenant au vrai sommet à côté d'un homme qu'Andrew ne pouvait jamais espérer toucher. Savannah, frissonnant dans le coin, était paralysée de terreur. En voyant le visage de Julien, elle devint grise. Elle ne savait pas exactement qui il était, mais elle reconnaissait l'aura suffocante du pouvoir ultime. Elle ouvrit la bouche pour appeler Andrew, mais aucun son ne sortit. Julien jeta un dernier regard à Andrew, rempli de rien d'autre que de pitié nonchalante. Puis il se retourna et, gardant ses mains solidement sur le dos d'elle, la guida hors du lounge. Leurs silhouettes disparurent dans les lumières aveuglantes de la salle principale. Andrew resta seul. Ses jambes cédèrent enfin et il s'effondra sur le canapé, comme si sa colonne vertébrale avait été arrachée. Une sueur froide trempa sa chemise sur mesure. Ses doigts tremblaient de manière incontrôlable. Savannah rampa vers lui, sa main mouillée attrapant sa manche. « Drew, ne me touche pas. » Il la repoussa violemment. Sa voix était un rugissement guttural méconnaissable. Savannah recula en trébuchant, sanglotant hystériquement. Mais Andrew s'en fichait. Il enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Son cœur semblait exploser. Pas à cause de l'appel de marge, pas à cause de la faillite corporative imminente, mais à cause de la façon dont elle l'avait regardé avec une indifférence complète, absolue et imperturbable. C'était infiniment pire que la haine. La haine implique que vous comptez encore. Pour elle, il n'était rien. Le lendemain matin, le cauchemar devint réalité.
Julian Pierce tint parole. À 9 heures, juste au moment où la cloche sonnait à Wall Street, 3 grandes banques affiliées à Pierce Capital émirent simultanément des avis gelant toutes les lignes de crédit du groupe Vance, exigeant le remboursement immédiat des prêts à court terme dans les 30 jours. Simultanément, des investisseurs institutionnels initièrent un dump massif coordonné des actions du groupe Vance sur le marché secondaire. L'attaque était précise, écrasante et impitoyable comme un scalpel tranchant une veine jugulaire. 30 minutes après l'ouverture, l'action était en baisse de 9%. À midi, elle chuta de 14%. Avant la cloche de clôture, la SEC suspendit les transactions sur le ticker. Le monde financier explosa. La nouvelle que Pierce Capital shortait le groupe Vance frappa les terminaux Bloomberg comme une onde de choc. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Si Pierce vous shortait, vous étiez marqué pour la mort. Andrew avait été enfermé dans la salle de conseil depuis 9 heures. La table était enterrée sous des avis d'appel de marge, des menaces légales et des rapports de liquidité. Les téléphones hurlaient sans fin. Monsieur Vance, Chase exige 200 millions de dollars de collatéral supplémentaire pour vendredi. Monsieur Vance, 3 grands fournisseurs ont arrêté les expéditions en attendant une confirmation de paiement d'avance. Monsieur Vance, les avocats disent que si l'action baisse d'un autre point quand les transactions reprendront, les banques liquideront les actions familiales gagées. Chaque mise à jour était un couteau dans le ventre. Andrew était assis en tête de table. Son bloc-notes était vierge. Ses yeux étaient meurtris et enfoncés, ses lèvres craquelées et blanches. À 16 heures, le coup fatal arriva. Le directeur financier entra, le visage comme un cadavre. Monsieur Vance, nous avons une fuite. Parle. La division juridique de Pierce Capital a déposé un rapport de lanceur d'alerte auprès de la SEC cet après-midi. La voix du directeur financier trembla concernant des irrégularités comptables dans notre division d'acquisition d'art corporative. La tête d'Andrew se releva brusquement. Quelles irrégularités? Évaluation gonflée et transactions entre parties liées non divulguées. La sueur coulait sur le visage du directeur financier. Ils allaient que pendant les 3 dernières années, nous avons systématiquement manipulé les évaluations d'art pour détourner du capital hors bilan. Le paquet de preuves qu'ils ont soumis est à toute épreuve. Andrew arrêta de respirer. La division d'acquisition d'art. C'était l'ancien département d'elle. Elle connaissait chaque transaction, chaque évaluation, chaque virement. Si quelqu'un savait où étaient enterrés les corps, c'était elle. Non, pas si. C'était elle. Le détournement illégal avait été exécuté par Andrew et son oncle. Elle ne gérait que le travail de conservation légitime. Mais en tant que chef de division, elle avait dû remarquer les registres fantômes. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais pendant qu'elle était avec lui, elle n'avait jamais soufflé mot. Et maintenant elle avait remis la hache du bourreau directement à Julian Pierce. Andrew se pencha lentement en arrière dans son fauteuil, fixant les lumières fluorescentes dures. Il éclata soudain de rire. C'était un son brisé et saccadé, comme tousser du verre brisé. Elle était brutale. 1000 fois plus brutale qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle ne se vengeait pas simplement. Elle démantelait méthodiquement et chirurgicalement tout son empire brique par brique. Ce soir-là, Richard Vance, allongé dans son lit d'hôpital, vit l'alerte CNN sur l'enquête de la SEC. Le moniteur hurla. Sa tension artérielle monta à 230. Les médecins se précipitèrent avec le défibrillateur. Ils lui sauvèrent la vie, mais le côté droit de son corps était paralysé. Un AVC massif. Andrew reçut la nouvelle assis dans la salle de conseil sombre. Les lumières de la ville scintillaient dehors. Il prit son téléphone. Un texto de son oncle, le vice-président. Vote d'urgence du conseil conclu. Votre mandat de PDG est terminé avec effet immédiat. Andrew fixa le texto. Il posa soigneusement le téléphone, se leva et marcha vers la fenêtre du sol au plafond. New York City s'étendait sous lui, un quadrillage infini de pouvoir et de lumière. Mais à compter d'aujourd'hui, il n'en faisait plus partie. Il avait été expulsé définitivement de sa propre dynastie. Et tout avait commencé 2 mois plus tôt avec une phrase dans une salle de bal. L'épouser temporairement. Temporaire, murmura-t-il, ses lèvres tressaillant. Il posa son front contre le verre froid. Il l'admit enfin.
Elle n'était pas folle. Elle ne réagissait pas de manière excessive. Il méritait chaque seconde de cette agonie. Il n'avait jamais été digne d'elle. La pluie était apocalyptique, comme si le ciel s'était déchiré pour noyer la ville. L'eau s'écrasait sur l'asphalte, soulevant un brouillard blanc aveuglant. Andrew Vance se tenait sous le déluge torrentiel devant le brownstone du West Village d'elle. Il ne savait pas comment il avait trouvé l'adresse. Peut-être le dernier rapport du pays avant que les chèques ne soient refusés. Peut-être se souvenait-il qu'elle avait mentionné les sycomores. Il était trempé jusqu'aux os. Ses cheveux étaient plaqués sur son crâne. Son smoking sur mesure ruiné couvert de crasses de rue. Ses chaussures en cuir italien gorgées d'eau. Il se tenait là depuis 40 minutes. Un portier d'un bâtiment voisin essaya de le chasser, mais il ne bougea pas. Finalement, le portier abandonna. Andrew se tenait comme une gargouille brisée abandonnée dans la tempête. Tout était fini. Après la suspension des transactions levées, l'action du groupe Vance avait chuté en territoire de Pennystock. Des agents fédéraux avaient perquisitionné le siège, saisissant des serveurs. Son oncle avait été nommé président par intérim et avait immédiatement jeté Andrew sous le bus, affirmant que la fraude était une opération rogue d'Andrew. Sa famille l'avait renié. Savannah était partie aussi. Le jour où sa carte Amex fut refusée, elle fit ses valises et disparut sans un mot, volant 2 Rolex en édition limitée dans sa commode. L'ironie était suffocante. Chaque femme de sa vie était partie exactement de la même façon. La seule différence était qu'elle avait laissé des millions en Hermès et diamants derrière comme un monument à sa fierté. Pendant que Savannah avait pris tout ce qui n'était pas cloué. Il n'avait rien. Pas de pouvoir, pas d'argent, pas de famille, seulement la pluie glacée et la lumière chaude brillant de la fenêtre du 3e étage du studio d'elle. Il fixa la lumière. La pluie lavait son visage, se mélangeant aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Ses lèvres étaient bleues, son corps frissonnant violemment, mais il ne sentait pas le froid. Le vide en lui était infiniment plus froid. À 19h13, la lumière à la fenêtre s'éteignit. Son cœur martela contre ses côtes. 5 minutes plus tard, la lourde porte en verre du bâtiment s'ouvrit. Elle sortit. Elle portait un trench coat camel classique et tenait un parapluie transparent. Ses bottines claquaient vivement contre les marches de pierre mouillées. Elle regardait son iPhone, tapant une réponse rapide à un email. Au moment où Andrew la vit, le dernier de sa force s'évapora. Ses genoux fléchirent et il s'effondra lourdement sur le trottoir inondé, éclaboussant de l'eau sale sur son visage. Il était à genoux. La pluie martelait son crâne, lavant les derniers lambeaux de sa dignité. Entendant l'éclaboussure, elle s'arrêta. Elle leva les yeux. À 3 mètres, un homme était à genoux dans une flaque. Son smoking ruiné collait à sa silhouette émaciée. Son visage était d'une pâleur fantomatique, ses lèvres bleues, mais ses yeux étaient d'un rouge sanglant et désespéré. Il avait l'air d'un fou qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle resta parfaitement immobile sous son parapluie. La pluie cascadant du dôme en plastique créait une barrière impénétrable entre son monde et le sien. Elle ne parla pas. Andrew râla. Sa voix était complètement brisée, à peine audible par-dessus la tempête. Sa pomme d'Adam bougea de manière agonisante. Il rampa en avant sur les genoux, ses mains raclant le béton rugueux de NYC. Ses doigts étaient ridés et blancs. Il leva les yeux vers la femme sur les marches, la pluie et les larmes coulant sur son visage. J'avais tort, sanglota Teil. J'avais tellement tort. Ce n'était pas un jeu. À ce moment, l'arrogance d'Andrew Vance, son droit, sa supériorité, tout se brisa et fut emporté dans le caniveau. J'ai jeté Savannah dehors. Non, elle est partie. Elle y halta pour de l'air. Elle est depuis le jour où tu es parti, tout s'est effondré. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai passé 2 mois à réaliser. Tu n'as jamais été temporaire pour moi. Tu n'as jamais été temporaire. Il se traîna plus près. Sa main tremblante tendue vers l'ourlet de son trench coat. Je t'en supplie, reviens. Nous pouvons recommencer. Je te donnerai le mariage selon les termes que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Reviens juste. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces 5 derniers mots s'arrachèrent de sa gorge comme s'il vomissait sa propre âme. Il s'affaissa en avant, complètement vidé.
La pluie battait sur sa nuque. Il n'avait même plus la force de frissonner. Elle le regarda longtemps. Son expression ne bougea pas d'un millimètre. Il n'y avait pas de colère, pas de pitié, pas de dégoût, pas même la satisfaction malsaine de la vengeance. Juste une tranquillité absolue. Comme en regardant un dossier clos d'une vie passée qui ne la concernait plus. Puis elle bougea. Elle descendit lentement les marches. 1, 2, 3 marches. Le parapluie resta parfaitement stable au-dessus de sa tête. Elle s'arrêta si près d'Andrew qu'il aurait pu toucher son genou. Elle s'accroupit. Elle s'agenouilla sur un genou devant lui. Même dans cette position, sa colonne était droite, son aura souveraine, comme une juge de haute cour se penchant pour entendre la dernière plaidoirie d'un condamné. Elle leva la main. Ses longs doigts élégants touchèrent légèrement sa joue sale et mouillée. Le contact était si doux qu'Andrew tressaillit violemment. Un éclair aveuglant d'espoir s'alluma dans sa poitrine. Elle s'était adoucie. J'ai gagné. Je peux encore arranger ça. Mais ces mots suivants réduisirent ses illusions en poussière. Andrew. Elle appela son nom doucement. Sa voix coupa clairement à travers la pluie. Quand tu étais derrière cette porte et que tu leur as dit que tu m'épousais temporairement, tu avais l'air tellement incroyablement confiant, n'est-ce pas? Andrew arrêta de respirer. Les doigts d'elle glissèrent de sa joue, emportant une trace de crasse de rue. Elle fixa ses doigts, puis essuya calmement avec un mouchoir sorti de sa poche. Le mouvement était élégant au point d'être cruel. Merci pour ce rappel, au fait, dit-elle tranquillement. Elle se leva, baissant les yeux sur l'homme rampant dans la boue. Cela m'a permis de liquider toutes mes actions du groupe Vance à leur pic absolu. Elle lui jeta un dernier regard. Pas de haine, pas d'amour, juste une indifférence impénétrable et mortelle. L'homme que tu es maintenant n'est même pas digne de cirer les semelles de mes bottes. Elle se retourna. Le parapluie tourna légèrement, rejetant l'eau. Sa démarche était ininterrompue, décisive. Elle marcha à travers les flaques, les lampadaires captant l'eau éclaboussée comme des diamants brisés. Elle ne regarda pas en arrière une seule fois. Andrew resta à genoux dans la tempête. Sa bouche était ouverte. Ses yeux étaient verrouillés sur sa silhouette s'estompant. Il voulait crier, courir, la plaquer et supplier, mais son corps refusait d'obéir. Sa vie était définitivement hors de son contrôle. La pluie s'intensifia. La silhouette de elle disparut au coin du pâté de maison, au ralenti sur la rue transversale se trouvait une Maybach noire, ses phares perçant la pluie. La porte arrière s'ouvrit de l'intérieur. Une main aristocratique forte sortit et prit fermement le parapluie d'elle tandis qu'elle glissait dans la cabine. Julian Pierce était assis à l'arrière. Ses yeux ambres jetèrent un bref regard vers la silhouette pathétique à genoux au loin, puis revinrent immédiatement au visage d'elle. « Géré » demanda Julian, sa voix basse et stable. Elle cliqua sa ceinture, se pencha en arrière contre le cuir moelleux, et expira doucement. « Oui. » Julian ne posa pas d'autres questions. Il se pencha en avant et augmenta le contrôle climatique de 2 degrés. Puis il prit un plaid en cachemire l'europiana et le drapa silencieusement sur ses jambes. La lourde voiture glissa doucement, disparaissant dans la tempête de Manhattan illuminée de néon. La chute de Savannah arriva plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Après qu'Andrew fut ruiné, ou plutôt après qu'elle eut abandonné le navire en train de couler, sa vie heurta un mur de briques à vitesse terminale. Sans la carte noire d'Andrew et sans l'aura d'être la fiancée d'un milliardaire, elle chuta brutalement dans la réalité. Elle loua un appartement en sous-sol miteux à Queens. Humide, sombre, avec de la moisissure dans les coins. Comparé aux Pentouzes, c'était un donjon, mais elle refusait d'accepter la défaite. L'envie la rongeait vive. Pourquoi elle? Pourquoi elle avait-elle Julian Pierce? Pourquoi la femme que j'ai humiliée est-elle maintenant assise sur le trône de la ville? Poussée par une jalousie maniaque, elle commença à appeler des journalistes de tabloïds. J'ai des infos sur Eleanor Sterling, murmura-t-elle frénétiquement dans son téléphone jetable. Ces arnaques à l'intérieur du groupe Vance. Comment elle a manipulé Julian Pierce? Allez-vous payer pour une exclusive? Les paparazzi étaient intéressés, mais Savannah ne réalisait pas que 5 minutes après son appel, l'enregistrement audio était déjà sur le bureau du directeur juridique en chef de Pierce Capital. Le réseau d'intelligence de Julian était si absolu qu'elle ne pouvait même pas le comprendre. Cet après-midi-là,
Avant que Savannah ne puisse rencontrer un seul journaliste, une équipe de 6 avocats corporatifs frappa à la porte de son sous-sol. Ils n'apportèrent pas de cessez-le-feu. Ils apportèrent un classeur de 8 cm d'épaisseur de preuves détaillant comment Savannah avait commis fraude électronique, vol d'identité et détournement de fonds au cours des 2 dernières années. Chèques falsifiés, factures fausses, maxant les comptes corporatifs sous le nom d'Andrew pour un montant de 3 millions de dollars, plus fraude aux boutiques de luxe en empruntant des bijoux en tant que future Madame Vance et ne les rendant jamais. Chaque accusation était soutenue par des relevés bancaires, des logs IP et des vidéos de surveillance HD. C'était un tir parfait. Quand Savannah vit les documents, son visage devint vert, puis gris mort. « Vous, c'est de la diffamation », hurla-t-elle hystériquement. « C'est faux. Elle vous a envoyé pour me ruiner. » Mademoiselle Savannah, dit l'avocat principal avec fluidité, ignorant son éclat. Ces fichiers ont déjà été soumis au procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Nous vous recommandons vivement de retenir un avocat de la défense pénale. Ce soir-là, 2 détectives du NIP en coupe-vent arrivèrent au sous-sol. Alors qu'ils la menottaient, Savannah perdit pratiquement la raison. Elle fut traînée hors du couloir moisi, se débattant et hurlant « Elle m'a détruite. Que tu sois damné en enfer. » Ses cris résonnèrent dans la cage d'escalier comme les hurlements mourants d'un animal sauvage. Personne ne s'en soucia. Cette même nuit, tous les grands réseaux d'information menèrent avec l'ouverture du Miami Global Hub. Lors de sa première semaine, le volume de transactions dépassa 10 milliards de dollars. Sur les écrans Bloomberg, elle se tenait au pupitre d'une maison de vente historique, portant un blazer blanc net. Elle était rayonnante, autoritaire et sereine. Julian Pierce se tenait un pas derrière elle, ses yeux verrouillés sur elle avec une concentration terrifiante. Le contraste entre la déesse à l'écran et la fraudeuse au maquillage étalée hurlante à l'arrière d'une voiture de police du NIP était l'ironie la plus poétique du monde. 3 mois plus tard, au gala premier de l'industrie de l'art mondial au Lincoln Center, Eleanor Sterling fut nominée et remporta le prix de conservatrice globale de l'année pour son triomphe sans précédent avec le Miami Hub. C'était le plus haut honneur du domaine. Les précédents lauréats étaient des titans de l'industrie avec des décennies d'expérience. À 30 ans, elle était la plus jeune lauréate de l'histoire des prix. La cérémonie eut lieu dans le grand théâtre sous un plafond peint de fresques de la Renaissance et des lustres en cristal brillants comme des galaxies. Le public n'était pas seulement des socialites locales, mais les prédateurs apex de la culture et de la finance mondiale. Elle se tenait sur scène. Elle portait une robe colonne noire minimaliste dépourvue de bijoux lourds, sauf une seule boucle d'oreille perle vintage et une broche géométrique en argent. Propre, pure, mais sous les projecteurs, elle irradiait une luminescence qui ne venait pas des diamants ou des étiquettes de designer. Elle venait d'une femme qui avait conquis son univers, émettant une paix intérieure incassable et une confiance suprême. Au premier rang était assis Julian Pierce. Il portait un smoking bleu nuit, sa posture détendue, mais son focus absolu. Du moment où elle monta sur scène, il ne détourna jamais le regard. Dans ses yeux ambre se trouvait une fierté profonde et non masquée. Pas la fierté possessive de « c'est ma propriété », mais une révérence pure et profonde. Elle mérite le monde entier. Après la cérémonie, ils se tinrent ensemble sur la terrasse privée sur le toit du Lincoln Center. Le vent nocturne vif balayait de la rivière Hudson. La skyline de Manhattan s'étendait sous eux comme un tapis de diamants écrasés. De la salle de bal en dessous, les notes mélodiques faibles d'un piano à queue montaient. Elle s'appuya contre le parapet en verre tenant le lourd trophée en cristal. Au clair de lune, la base en verre brillait d'une faible lumière bleue. Julian approcha de derrière. Ses pas étaient silencieux, mais elle sentit instantanément sa gravité. Elle ne se retourna pas. Un sourire doux et sincère joua sur ses lèvres. Il s'avança juste derrière elle, ses bras s'enroulant naturellement autour de sa taille. Pas trop serré, pas trop lâche, juste assez pour qu'elle puisse s'appuyer contre sa poitrine solide sans se sentir emprisonnée. « Froid ?» demanda-t-il. Son menton reposait légèrement sur le dessus de sa tête, son ronronnement bas vibrant contre elle. Non. Ils restèrent dans un silence confortable quelques instants. Puis Julian plongea dans la poche intérieure de sa veste de smoking et sortit une petite boîte en velours noir. Il ne tomba pas à genoux. Il n'orchestra pas un spectacle flashy. Il tint simplement la boîte devant elle et l'ouvrit avec son pouce. À l'intérieur se trouvait une bague, pas un diamant aveuglant ostentatoire destiné à exhiber la richesse.
C'était une bande en platine minimaliste et impeccable tenant un saphir bleu profond parfaitement taillé. Il pulsait tranquillement dans le noir comme une étoile capturée. Elle, murmura-t-il. Elle se tourna dans ses bras et leva les yeux vers lui. Le clair de lune lavait ses traits tranchants, faisant paraître ses yeux ambre transparents et incroyablement tendres. Elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux d'un homme. Pas de possessivité, pas de condescendance, pas de demande tacite qu'elle lui doive sa vie. Seulement une dévotion égale, sincère et sans fond. Dans mon empire, dit Julian, sa voix profonde, rauque et absolue, ayant pesé chaque syllabe 1000 fois, il y aura toujours un trône pour toi. Elle le regarda, puis le saphir tranquille dans la boîte. Elle se souvint de cette nuit pluvieuse à la répétition, le lourd diamant de 6 carats, la moquerie cruelle, le froid glacial. Cela semblait une éternité auparavant, appartenant à une vie différente. Elle leva sa main gauche. La faible ligne de bronzage sur son annulaire avait entièrement disparu. Julian glissa la bague sur son doigt. La chaleur de sa peau effleura la sienne pendant une seconde fugitive. Elle baissa les yeux sur le saphir bleu tranquille captant le clair de lune. Elle sourit, pas un sourire poli de société, mais un sourire rayonnant, légèrement espiègle, profond de l'âme comme la première fleur perçant la neige. Elle tendit la main et prit la sienne. D'accord, murmura-t-elle. Le vent passa sur eux, faisant volter l'ourlet de sa robe, emportant les derniers fantômes de son passé. La ville respirait tranquillement sous leurs pieds. Elle se tenait enfin sur le sommet absolu, non pas grâce à l'homme qui la tenait, mais parce qu'elle y avait grimpé elle-même.